Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue dans l'enceinte de ce prestigieux théâtre Molière pour cette 22e édition des Masters de la lettre M. Une soirée organisée par la lettre M en partenariat avec le cabinet d'expertise comptable et de commissaire aux comptes Axiom Associés. Ce soir, une fois de plus, nous allons célébrer les entreprises, celles qui innovent au quotidien, qui se développent et qui font rayonner bien souvent notre territoire au-delà de l'Occitanie. Cette année encore, pour sélectionner ces pépites, la mobilisation a été générale. La rédaction de la lettre M a été mise à contribution, de même que les auditeurs d'Axiom, qui ont rencontré individuellement les dirigeants des 15 entreprises présélectionnées. Enfin, un jury composé d'une trentaine de votants représentant le tissu économique local s'est réuni le 20 juin dernier à Montpellier afin de déterminer le nom des lauréats. Et c'est ici, dans ce magnifique théâtre à l'italienne, où nous accueille 7 aglopoles Méditerranée archipel de Thau, que nous allons récompenser ce soir 12 entreprises dans les catégories suivantes. Ressources humaines, création d'emplois, économie sociale et solidaire, culture client, innovation managériale, innovation technologique, rentabilité, ETI, exportation, croissance, sans oublier le prix coup de cœur de la rédaction et bien entendu le prix régional. Je précise pour les accros aux smartphones et autres tablettes qu'il est possible de commenter cette soirée en direct sur Twitter avec le hashtag Masters 2017. Et maintenant, avant de lancer officiellement la soirée, je souhaite accueillir sur scène celui qui nous accueille ce soir dans ce cadre exceptionnel, François Commeyn, président de 7 aglopoles Méditerranée. Attention à la tête, monsieur Commeyn, c'est traître, vous connaissez. Oui, si vous voulez bien vous placer par ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci de nous accueillir ici, chez vous. Bienvenue donc dans le théâtre Molière, ce théâtre Molière qui a été l'objet de tous les soins de la communauté d'agglomération il y a quelques temps, pour un montant assez conséquent. Mais tout ça, ça a pu se faire grâce au classement au patrimoine national des monuments historiques, et l'État, bien évidemment, s'est engagé à nos côtés pour réaliser cette réhabilitation. Nous sommes ce soir à 7, votre ville, une ville que vous avez choisie, c'est d'actualité, vous avez choisi de renoncer à la fonction de sénateur pour être maire de cette belle ville. Oui, effectivement, vous savez, le choix était limité. Il fallait soit que je me coupe une jambe, soit que je me coupe un bras. Pas facile. On n'a que des chefs d'entreprise ici, dans la salle. Je suis un chef d'entreprise et j'ai su prendre mes responsabilités là où je pouvais être le plus utile pour mon territoire, pour mes concitoyens, pour mon territoire du bassin de Thau et de la ville de Sète. Merci infiniment à vous. On se revoit dans quelques instants. Je vous laisse regagner votre place. Alors, vous le savez, nous devions accueillir ce soir Véronique Di Benedetto, vice-présidente France du groupe Econocom, qui nous avait fait l'honneur d'accepter d'être présidente de cette soirée. Malheureusement, nous avons été prévenus cette nuit qu'elle venait d'être hospitalisée, hélas, pour de sérieux problèmes de santé. Nous lui souhaitons évidemment un prompt rétablissement. Et je vais vous proposer d'accueillir ce soir celui qui a accepté de la représenter un petit peu à la dernière minute. Et on l'en remercie infiniment. Cyril Bouquet, directeur régional sud-ouest d'Econocom. Monsieur Bouquet, s'il vous plaît. J'ai un micro pour vous, ne vous inquiétez pas, tout est prévu si vous voulez bien vous placer par ici. Merci, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté de présider cette soirée au nom de Madame Di Benedetto qui évidemment s'excuse de ne pas pouvoir être présente ce soir. Elle en était désolée. Nous aurons l'occasion d'échanger tout à l'heure longuement lors de la séquence interview. Nous parlerons notamment de transition numérique des entreprises. Je sais que ça concerne beaucoup de sociétés ici présentes. Mais un mot tout de même, allez, pour ouvrir cette cérémonie ce soir.
Alors, en ce qui me concerne, je souhaitais remercier la lettre M d'avoir proposé cette invitation à Econocom. En ce qui nous concerne, nous sommes très attentifs à ce qui se passe sur la lettre M. On le suit, nous, d'un point de vue régional, aussi bien à Toulouse qu'à Montpellier, aux entreprises de la région. Et donc, on va souhaiter bonne chance aux lauréats de la soirée. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Alors, je l'ai dit, les Masters, ce sont deux co-organisateurs, la lettre M et Axiom Associés. Avant de nous plonger dans le palmarès, j'aimerais que nous revenions en images sur les chevilles ouvrières de cette soirée, en commençant par la lettre M, le média économique que vous connaissez tous, et qui se développe désormais à l'échelle de la grande région Occitanie, avec deux rédactions, une à Montpellier, une à Toulouse, pour un média unique. Et puisque quelques images valent souvent mieux que 1000 discours, voici une petite rétrospective des événements de l'année écoulée, vue par les journalistes de la lettre M. Jusqu'à la dernière seconde. Ah, c'est pas fini. Et voilà, quelques mois dans l'œil du viseur de la lettre M. Et maintenant, quelques images pour vous présenter le travail du cabinet d'experts comptables et de commissaires aux comptes Axiom Associés. Depuis 30 ans, le groupe Axiom Associés est un acteur incontournable de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes en Occitanie et en Provence. Certifié ISO 9001, partenaire du cabinet PVB Société d'avocats, membre du réseau national Différence, nous sommes leader régional et 42e cabinet national. Aujourd'hui, la proximité et la personnalisation de la relation client sont au centre des préoccupations de nos 270 collaborateurs. Nous nous engageons à proposer, en plus de notre cœur de métier, des solutions innovantes et pluridisciplinaires pour accompagner les dirigeants, que ce soit le conseil, la fiscalité, le juridique, la formation, la gestion sociale, la gestion de patrimoine et l'ingénierie informatique. Nous tenons tout particulièrement à donner une réponse adaptée à nos clients, quelle que soit sa taille ou son activité, qu'il s'agisse du secteur associatif et culturel, du médico-social et du social, des activités peut-être plus traditionnelles comme l'agriculture, les artisans, les commerçants ou encore les professions libérales ou les activités de loisirs. Nous nous adaptons aux spécificités de chacun. Le groupe vient d'accueillir cette année de nouveaux cabinets à Béziers, Narbonne et Alès. Nous voulons saisir l'opportunité de la nouvelle région Occitanie pour intégrer de nouveaux bureaux et pour objectif d'atteindre la taille critique nécessaire pour relever les défis digitaux et technologiques. Mais n'oublions pas l'humain qui est au cœur de nos valeurs fondamentales, car le bien-être au travail et le management sont les clés pour assurer une qualité de service optimale pour nos clients. Cette année, nous lançons un réseau collaboratif d'entreprises pour offrir à nos équipes des outils de travail encore plus performants et innovants. Notre avenir, nous le consolidons au travers d'un projet stratégique qui est destiné à renforcer notre culture d'entreprise et améliorer l'efficience de nos process et de notre organisation. Ainsi, l'objectif, c'est de devenir l'acteur incontournable de la région en proposant aux dirigeants un accompagnement dans la durée, une approche sur mesure et la capacité à actionner tous les leviers de leur développement. Le décor est planté, découvrons maintenant, si vous le voulez bien, le nom
de nos nominés, nos finalistes. Alors, Arcolia, Calimedia, les Compagnons de Maguelone, CompuFirst, Créalide, Esteban, le groupe Essia, Matuma, Osmosis, Outremer, Sens Digital, Septéo, Smooth, Solipac et enfin Sotranasa. Je pense qu'on peut tous les applaudir, bien entendu. Nous allons débuter cette cérémonie en remettant notre premier prix, le Master de l'innovation technologique. Pour cela, je vais demander à notre parrain, François Commeyn, président de cette Aglopole Méditerranée, de me rejoindre à nouveau sur scène. Hop. Voici le micro. Cette fois-ci, c'est en qualité de parrain que je vous reçois. Alors, question de journaliste, forcément, on ne peut pas s'empêcher. TOAGLO et la CCNBT ont fusionné au 1er janvier dernier, un ensemble rebaptisé depuis quelques jours. Attention, je prends mon souffle. 7 Aglopole Méditerranée, archipel de Thau. Est-ce que je suis bon? Oui, 7 Aglopole Méditerranée. Ça suffit. Très bien. Archipel de Thau, c'est baseline. C'est très bien. Pourquoi ce choix et en quoi, finalement, ce nouveau nom est-il un outil de rayonnement économique pour le territoire? Écoutez, d'abord, la CABT et la CCNBT se sont rapprochés de force, parce qu'on ne leur a pas laissé le choix. C'est quelque chose qui est venu d'en haut, qui nous est tombé dessus, malgré la loi NOTRe, ça s'est imposé à nous. Coup d'opération, comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis un chef d'entreprise, je suis pragmatique, bon, il faut faire face. Donc on nous obligeait à changer de nom. Plutôt que de changer le nom tout de suite et changer tous les logos, tout le flocage de toute la flotte de containers, de bus, de voitures, ainsi de suite, je préférais nous donner le temps de ces 9 premiers mois, le temps d'une grossesse à peu près, pour pouvoir réfléchir et savoir en commun qu'est-ce que nous voulions pour ce nouveau territoire. Et les chefs d'entreprise, eux, ils veulent une marque. Ils veulent des repères très rapides. Naturellement, ce territoire était construit autour de la ville-centre, ce qui est normal, comme la métropole de Montpellier est construite autour de Montpellier, l'agglomération de Béziers autour de Béziers, de Narbonne, pareil. Partout, il y avait le nom de la ville-centre. Donc je crois que ça a été une erreur à la création de cette agglomération de ne pas mettre le nom de la ville-centre. Ensuite, c'est bien, c'est connu un peu. Mais au niveau national et au niveau international, c'est pas du tout connu. La Méditerranée, par contre, c'est quelque chose, c'est une accroche qui est quand même assez cohérente. Et je crois que ça donne un lien, si vous voulez, sur tout le pourtour méditerranéen de toutes les agglomérations ou métropoles de notre territoire. Voilà le nom et le pourquoi de ce nouveau nom, cette Aglopole Méditerranée. Et pourquoi Aglopole, vous allez me dire, parce que je savais que vous êtes un journaliste. Donc Aglopole, parce que c'est une agglomération, mais aussi c'est un pôle multicentrique avec des communes de tout le pourtour du bassin de Thau qui effectivement ressemble un peu à un archipel. Effectivement, alors on parle marketing, vous bénéficiez de la meilleure campagne de communication qui soit en ce moment avec la diffusion de la série télé Demain nous appartient sur TF1. En ressentez-vous les premiers effets concrets en termes d'attractivité? Alors ça, effectivement, ça vient en plus. C'est la cerise sur le gâteau. Et effectivement, Sète, depuis quelques années, est un lieu où 30% des tournages de la grande région d'Occitanie se réalisent, que ce soit de la série Candice Renoir ou Demain nous appartient, ou les films comme Les plages d'Agnès, il y a quelque temps, ou les duos de Keshish, récemment, qui vont être présentés à Venise très prochainement. Je crois que tout cela, ça se fait pourquoi? Parce qu'il y a effectivement peut-être un environnement et une luminosité assez exceptionnelle, des territoires naturels assez engageants. Et puis à force, il y a une certaine technicité qui a été obtenue par les professionnels, toutes professions confondues, et ça, les professionnels du cinéma commencent à le percevoir et essaient d'en profiter, bien évidemment. Merci à vous. Alors je vais demander à notre hôtesse de bien vouloir nous amener la première enveloppe, s'il vous plaît. Je vais vous prendre le micro parce que c'est pas facile. Pour désigner notre lauréat dans cette première catégorie.
Alors, dans le master innovation technologique, Outre-mer. Pour cette, ça tombe très bien. Très bien. Je vais demander à Xavier Desmarais, président d'Outre-mer Yachting, de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Outre-mer est une entreprise spécialisée sur un segment très particulier qui est la fabrication de catamarans pour les gens qui rêvent de faire un tour du monde à la voile. Et donc elle propose une gamme de bateaux de 12,50 m jusqu'à 18 mètres. Les projets d'Outre-mer pour 2018, eh bien, c'est le développement d'un nouveau modèle, le 51. Et par ailleurs, c'est ce qu'on appelle la e-maintenance. L'idée, c'est d'équiper nos bateaux de tout un tas de capteurs pour que le propriétaire en connaisse finement son état et que grâce à notre flotte de 300 bateaux, on mette en commun toutes ces données pour avoir une analyse très fine des comportements de nos propriétaires pour pouvoir faire des bateaux encore mieux adaptés à leurs besoins. L'avenir pour Outre-mer, c'est d'agrandir nos installations de production. Et d'un autre côté, c'est la constitution d'un pôle du multicoque à la Grande Motte avec l'arrivée de Gunboat, entreprise américaine que nous avons rachetée l'an dernier. Et nous avons fait le choix de ramener la production de cette entreprise à la Grande Motte pour trouver des synergies avec Outre-mer. Outre-mer étant un peu la Porsche du catamaran et Gunboat en étant la Ferrari. L'idée, en groupant ces deux belles marques, c'est de créer des synergies qui vont nous permettre de conforter notre leadership sur nos segments. Bravo à vous. Écoutez, je pense qu'on peut évidemment vous applaudir. Alors, on vient de le voir en image, l'innovation est un levier essentiel dans votre activité. À ce sujet, vous avez lancé récemment un programme baptisé Offshore Connected Maintenance. Alors, on l'évoque brièvement dans le film. De quoi s'agit-il exactement ? Alors l'idée en fait c'est que la révolution digitale est partout, aussi pour les bateaux. Nous, notre spécialité, c'est les gens qui font le tour du monde. Et du coup, l'idée, c'est d'installer des capteurs beaucoup plus nombreux que ce qui se faisait jusqu'à maintenant dans les bateaux pour bien comprendre, avoir en temps réel l'état de chacun des bateaux. Puis de mettre en commun ces données, faire du big data, regrouper ces données. Alors ça, c'est pas forcément un gros mot pour nos clients, ça peut leur faire très peur, mais simplement l'idée, c'est d'en tirer des niveaux moyens d'utilisation et de pouvoir leur envoyer des signaux. Par exemple, si la consommation du frigo augmente subitement, on peut leur dire soit votre frigo est givré, il faut le dégivrer, soit le compresseur risque de lâcher, et on leur propose à ce moment-là d'envoyer la pièce de rechange à la prochaine escale. Donc l'idée, c'est de leur amener plus de sérénité grâce à une meilleure connaissance de l'état de leur bateau. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Sous les applaudissements du public, je vais me permettre de vous demander de vous placer au centre de la scène, de vous avancer légèrement, s'il vous plaît, pour que notre photographe puisse immortaliser ce prix. Merci beaucoup à vous. Je vous invite à regagner, et merci pour le micro, je vous invite à regagner la salle. Nous allons maintenant décerner le master de la création d'emplois. Pour cela, je vais appeler sur scène Philippe Sorel, président de Montpellier Méditerranée Métropole. Monsieur Sorel, bonsoir. Si vous vous placez par ici, s'il vous plaît. Alors depuis maintenant 1 an et demi, Montpellier n'est plus, on le sait, capitale régionale, mais on connaît l'attractivité actuelle de la métropole. Ce que j'ai envie de vous demander, les capitales régionales, personne ne les connaît. Au niveau planétaire, ce sont les métropoles qui font la politique. Ce ne sont pas les capitales régionales. C'est justement ce que j'allais vous demander. Il faut tourner la page. C'est justement ce que j'allais vous demander. Comment est-ce qu'on fait pour Montpellier aujourd'hui pour conserver cette attractivité qui existe bel et bien aujourd'hui, pour la conserver dans le futur? Eh bien, on fait comme Sète. C'est simple. Vous avez entendu le président de l'agglomération de Sète tout à l'heure, qui a changé le nom de l'agglomération, qui a mis la ville-centre à la place où elle devait être, qui favorise la culture, qui favorise le sport, qui favorise l'économie, qui essaie de la développer à l'international, parce que c'est vrai que localement, eh bien, ou régionalement, ou nationalement, nous sommes connus, mais au niveau international, nous avons besoin de conquérir encore des parts de marché. Et le titre de métropole nous y aide beaucoup plus que le titre de capitale régionale. Le problème, c'est que la loi MATPAM nous avait oublié de la liste à Montpellier. Il y avait 14 métropoles, et nous sommes la 15e. Nous l'avons construite de façon démocratique, comme le permet la loi, ce qui lui donne une spécificité
et une solidité assez particulière, assez innovante. Et nous avons profité de cette forme de gouvernance partagée qui se base sur un pacte de confiance avec les maires pour développer et attirer, rendre encore un peu plus la métropole de Montpellier attractive par des actions particulières sur l'urbanisme, sur la culture, sur le sport, sur la French Tech. Chantal Marillon est là et elle pourrait en parler, et surtout sur le grand contrat de santé que nous avons passé avec l'État et qui nous permet désormais de positionner des événements tels que Futurapolis Santé, qui traitent de la médecine du futur, de la thérapie cellulaire, de la chirurgie esthétique, de la génétique, de toutes les disciplines qui font que l'homme pourrait devenir un jour immortel. Ah, c'est beau. Alors il faut l'espoir, il faut l'espoir. Vous êtes ce soir devant un parterre de chefs d'entreprise. J'aimerais savoir où en est le projet de quartier d'affaires de Cambacérès. Est-ce que vous avez un calendrier à nous dévoiler ce soir? Cambacérès, c'est un vieux rêve. C'est d'abord réparer une fracture de l'histoire. Cambacérès est le personnage le plus connu de Montpellier, le plus célèbre, parce qu'il a gouverné la France quand Napoléon était en campagne, deuxième consul, rédacteur du Code civil, mais il n'a pas eu l'éclat qu'il aurait dû avoir, car au XVIIIe siècle, homosexuel. Et c'était une tare, une maladie honteuse qui faisait que les gens ne retenaient pas la mémoire de ceux qui avaient ces inclinations personnelles. Il a à Paris, derrière Beauvau, une toute petite rue, à la préfecture de Montpellier, une toute petite rue, et pourtant c'est un grand homme d'État, un grand commis de l'État. C'est pour cela que j'ai souhaité, à Montpellier, dans sa ville natale, dans la ville où son père était maire, lui redonner le lustre qu'il mérite. Et pour mon calendrier ? Et ce quartier Cambacérès, il se basera autour de la gare Montpellier-Sud-de-France, qui est une magnifique gare, avec un pont Yuri Gagarin formidable, et avec toutes les unités universitaires, la Business School d'André Deljari, qui est là, président de la Chambre de commerce, avec d'autres unités qui traitent de l'enseignement du numérique, de la santé, et puis des parcs d'activités, des logements, des commerces aussi, et puis un grand parc de 30 hectares qui va mettre en valeur ce paysage merveilleux, viticole, agricole, aux limites de Montpellier, en corrélation parfaite avec les voies ferrées, l'autoroute A9, l'autoroute A709 et la prolongation de la ligne 1 de Traoré. Et le tout à l'horizon ? Nous allons commencer, la gare de Montpellier-Sud-de-France va être inaugurée en 2018, la gare de Manduel à côté de Nîmes fin 2019, le flux des TGV va être assez conséquent à partir de 2019-2020 et la prolongation de la ligne de tramway à cette époque-là, nous espérons aménager. Vous savez, l'urbanisme, ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain, c'est du temps long. Mais ce sont des quartiers que l'on prévoit entre 10 et 20 ans. Nous avons d'autres quartiers qui ont été construits en 6-7 ans, mais ce sont des cas exceptionnels. Merci à vous. Alors, on va vous remettre cette enveloppe qui contient le nom de notre lauréat du Master de la création d'emplois. Et merci à la lettre M. Et merci à tous les chefs d'entreprise qui sont là. Vous voulez que je vous tienne le micro pendant que... Ça va aller. Ça va aller. Master création d'emplois, groupe Septéo. Je vais appeler sur scène Philippe Rivière, PDG du groupe Septéo. Le groupe Septéo est composé de 12 sociétés, édition de logiciels, 5 pôles d'activité, le pôle notaire, le pôle avocat, pôle immobilier, le pôle transformation numérique pour les PME et un dernier pôle qui est le cinéma, l'entertainment. L'actualité des PME, c'est la transformation numérique, c'est le passage des logiciels en mode SaaS et c'est aussi l'augmentation de la digitalisation. Alors sur l'activité logicielle, c'est la transformation des produits en services, c'est aussi l'augmentation de la digitalisation pour la mise en place de plateformes de e-service et ensuite c'est l'augmentation du community management et des plateformes web pour nos clients. Alors dans le domaine du cinéma, après la réalisation de 4 séries télé de 52 épisodes de 11 minutes, on se dirige vers la réalisation d'un long métrage américain. Concernant l'avenir, au niveau technologique, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle telle que les chatbots et le prédictif sur l'ensemble de nos plateformes de e-service. Au niveau économique, nous venons de dépasser les 100 millions
et nous avons projeté 200 millions pour 2022. Toutes mes félicitations, bien entendu. Merci, merci. Alors, monsieur Rivière, vous avez créé, j'ai noté, 136 emplois entre 2015 et 2016, et les choses ne s'arrêtent pas là, puisque vous avez prévu pour cette année un total de 200 nouveaux recrutements. Pour accueillir cette équipe élargie, vous allez très prochainement prendre possession d'un nouveau site à Montpellier, un site de 10 000 m². Quelques mots sur cette implantation ? Écoutez, l'implantation, comme le disait Philippe Sorel, elle est bien placée, elle est près de la gare TGV. Et voilà. Donc effectivement, au niveau des emplois, en 8 mois, on a embauché plus de 186 personnes. Et on souhaite continuer. Donc effectivement, on a des beaux projets, un long métrage américain, donc avec le producteur de Shrek, et puis on a 2 séries télé en parallèle, plus bien sûr toute l'évolution de la digitalisation dans les logiciels, que ce soit pour les notaires, les avocats, les agences, les sociétés, les entreprises. Voilà. Merci beaucoup. On peut à nouveau vous applaudir et je vous invite à vous saisir de votre micro, de votre trophée, s'il vous plaît. Voilà. C'est parfait, merci beaucoup à vous. Vous pouvez évidemment regagner vos sièges pour suivre la suite de notre palmarès. Nous allons maintenant remettre le master des ressources humaines. Pour cela, je vais demander à François Rousseau, directeur des ressources de Groupama Méditerranée, de bien vouloir me rejoindre sur scène. Monsieur Rousseau, bonsoir. Mettez-vous bien dans la lumière, s'il vous plaît. Alors, en tant que directeur des ressources de Groupama Méditerranée, si j'ai bien compris, vous êtes en charge de la direction financière, mais aussi de la direction informatique et des ressources humaines. Comme quoi, tout ça n'est pas incompatible. Tout à fait. Alors, en quelques mots, quel est le poids de Groupama Méditerranée dans notre territoire, et plus particulièrement ici, en ex-Languedoc-Roussillon? Alors d'abord, Groupama Méditerranée, parce qu'effectivement, le nom Méditerranée est extrêmement porteur, extrêmement intéressant. Groupama Méditerranée, c'est aussi une entreprise qui est fondamentalement ancrée sur son territoire. C'est l'histoire de cette entreprise, mais c'est aussi son futur. Et c'est réellement affirmé par cette entreprise. Groupama Méditerranée, c'est une des 9 caisses régionales du territoire métropolitain français, qui est représentée sur 14 départements, du grand arc méditerranéen, en montant un peu loin, parce qu'on monte jusqu'à la Drôme, on descend en Corse quand même. Voilà. Et sur l'ex-région Languedoc-Roussillon, nous sommes présents sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude, le Gard, l'Hérault. Pour vous donner une petite idée, c'est une entreprise qui fait grosso modo 650 millions de chiffre d'affaires et qui emploie 1500 personnes. Et simplement sur l'Hérault, il y a déjà près de 500 personnes qui y travaillent, et sur l'ex-région, 700 collaborateurs. C'est une entreprise, Groupama, je pense que vous la connaissez tous, au moins de nom, qui intervient dans le domaine de l'assurance, tant sur les risques classiques, qu'on appelle dans le jargon les risques IARD, que sur l'assurance de personnes, l'assurance vie. Et une entreprise très généraliste qui tient ses fondements du monde agricole, auquel elle ne veut pas renoncer, mais qui s'ouvre de plus en plus à tous les marchés. Alors vous allez remettre dans quelques instants le master des ressources humaines. Vous êtes très attentif aux innovations RH, justement. Il était naturel pour vous que de féliciter une entreprise qui s'investit particulièrement dans ce domaine. Oui, parce que en fait, l'innovation est souvent portée par les métiers. Dans une compagnie d'assurance comme la nôtre, il y a le métier commercial, il y a le métier de gestion des sinistres, et c'est vrai que l'essentiel de nos innovations, on les fait porter sur ces métiers-là. Mais on tient aujourd'hui aussi à développer des innovations dans le domaine des ressources humaines. Il a été dit tout à l'heure dans le petit film, il est très important de ne jamais oublier la matière humaine dans l'entreprise. Alors, c'est de bon ton de le dire. C'est autre chose de le faire. Et on essaye le plus possible de trouver des innovations pour améliorer la qualité de vie au travail. On sait que c'est un sujet très important aujourd'hui. C'est aussi très important pour nos jeunes recrues, qui mettent sûrement un poids plus important encore que les plus anciens d'entre nous. La formation professionnelle, ça n'est pas un vain mot, la formation professionnelle, qu'elle soit individualisée ou collective, c'est un très très gros sujet pour permettre à tous les collaborateurs d'évoluer avec leur temps. On parle beaucoup de digitalisation ce soir. La formation professionnelle, c'est aussi beaucoup la digitalisation. Et puis également, il ne faut pas les oublier, ces petites personnes qu'on voit peu dans les entreprises, qui travaillent dans les directions ressources humaines, qui ont aussi besoin d'un peu d'outils. Et quand elles demandent des nouveaux outils, elles passent toujours un peu en dernier. On pense aussi à eux en essayant de trouver des startups innovantes qui proposent des solutions techniques intéressantes pour ces métiers. Les RH, encore et toujours. Nous allons maintenant ouvrir justement cette fameuse enveloppe contenant le nom de notre lauréat dans cette catégorie des ressources humaines. Le suspense est entier. Je vous laisse nous dévoiler le nom du lauréat.
Alors le Master Ressources Humaines, c'est Arcolia Énergie qui est vainqueur. Je vais appeler sur scène Laurent Bonhomme, président de la société Arcolia Énergie. Arco Énergie est une société spécialisée dans les énergies renouvelables qui a 2 métiers. Son premier métier, constructeur. Donc nous construisons pour le compte de clients des centrales de méthanisation, des centrales de photovoltaïque sous toutes ses formes et de l'éolien. Son deuxième métier est celui d'être investisseur pour compte propre. Nous avons un fonctionnement assez clinique. Nous sommes une entreprise multidisciplinaire. Nous intégrons énormément de jeunes ingénieurs que nous continuons de former. Cette formation s'accélère du fait du nombre important d'opérations que nous réalisons. L'année 2017 vient consacrer notre modèle de constructeur multi-énergie. Nos perspectives jusqu'en 2024 sont plutôt bonnes. Dans le domaine du photovoltaïque, nous avons un portefeuille total de 350 MW, comprenant l'activité toiture, l'activité centrale au sol et l'activité ombrière de parking. Dans le domaine de l'éolien, nous avons aussi un portefeuille de 350 MW. Et enfin, dans le domaine de la méthanisation, nous avons une bonne vingtaine de projets, dont 2 sur des unités de très grande taille, qui concernent le traitement conjoint des boues d'épuration et de la partie fermenticible des ordures ménagères, ce qui constitue une première en France. Je pense qu'on peut évidemment vous applaudir. Merci. Alors, vous avez récemment intégré l'accélérateur de BPI France. Tout à fait. Alors, en quoi ça peut vous permettre de muscler encore davantage vos actions, justement, en matière de formation? Alors, BPI France, donc l'accélérateur, c'est un programme qui sélectionne environ 60 entreprises au niveau national. Il y en a eu 2 cette année donc dans la région Occitanie. Dont vous. Dont nous. Et sincèrement, c'est extrêmement efficace. Et donc, c'est un programme assez long, parce qu'on a commencé en février et on vient de l'achever. Et donc, en fait, ça aboutit à la réorganisation de la société, ni plus ni moins. Parce que ça va donc l'analyse en fait part du social pur, à savoir des collaborateurs sont interrogés donc par les consultants BPI jusqu'à l'organisation au sens propre. Donc nous on a particulièrement apprécié cet accélérateur qui nous a bien mis en ordre de bataille par rapport effectivement à la croissance un peu vertigineuse que nous connaissons. Très bien, merci infiniment à vous. Je vous demanderai de bien vous placer dans la lumière pour que notre photographe puisse immortaliser l'instant. La poignée de main, évidemment. Et nous pouvons évidemment vous applaudir à nouveau. Merci messieurs, merci, vous pouvez regagner votre siège. Avant que nous passions au prix suivant, j'en profite pour vous indiquer que sur ce sujet des ressources humaines, la lettre M organise le 15 novembre à Toulouse la soirée Les Masters du bonheur au travail, un événement qui permettra de récompenser des entreprises régionales qui s'investissent au quotidien pour améliorer le bien-être de leurs salariés. Je vous rappelle par ailleurs que vous pouvez continuer évidemment à commenter notre soirée en direct sur Twitter avec le hashtag Masters2017. Poursuivons notre cérémonie avec un autre prix, le Master de l'économie sociale et solidaire. Pour le remettre, je vais appeler à mes côtés Jean-François Soto, directeur du développement des instances politiques DOVI MCD Mutuelle. Monsieur Soto, bonsoir. Bonsoir. Alors, question très simple, quel rôle peut jouer un acteur comme EOVI MCD Mutuelle, membre du groupe Aesio, dans l'équilibre du système de santé français? Très simple la question, vous avez vu. Oui, il faudrait prendre beaucoup de temps, mais enfin globalement, EOVI MCD Mutuelle est un des principaux acteurs nationaux au sein de la Fédération nationale de la mutualité française. Aujourd'hui, sur le territoire national, c'est 6000 salariés, c'est 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis on a une particularité, c'est qu'on investit à la fois les métiers de l'assurance complémentaire, prévoyance, retraite et autres, mais en même temps, surtout, on est un des très gros acteurs dans l'offre de soins, et parce que justement aujourd'hui on travaille en énergie et en synergie pour justement travailler sur les déserts médicaux, sur la prévention, qui est un vaste débat et qui fait qu'aujourd'hui, dans le chiffre d'affaires qui est décliné sur la protection sociale, on a un véritable lien social et globalement, aujourd'hui, il faut rappeler que la mutualité, c'est vraiment un gros pourvoyeur pour l'État en termes de collecte d'impôts, puisque nous reversons un certain nombre de taxes, en particulier pour un montant de 14%, que globalement, aujourd'hui, on apporte de l'innovation dans la partie des garanties, un certain nombre d'acteurs qui sont
à mes côtés ici sont là pour en témoigner. Et aujourd'hui, je dirais que la diversité, c'est qu'on s'appuie aussi et surtout sur un socle démocratique qui fait que on est représenté sur l'ensemble des territoires, tous les cantons, et puis sur l'ensemble de tous les départements et de toutes les grandes régions de l'Occitanie et ailleurs. C'est-à-dire que globalement, on est un acteur fort. Et globalement, en tous les cas, 1 euro de cotisation chez nous, c'est 1 euro investi ici. Comme il y a un parterre de chefs d'entreprise, je crois qu'il faut aussi avoir en tête ce lien social, cet accès aux soins, cet intergénérationnel, cette politique de la main tendue. Parce que la solidarité, c'est pas comme 20 mots, c'est pas que des actions comme ça, abstraites. Et je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment, et je salue Philippe Sorel en particulier, qui est aussi un acteur de la mutualité, ainsi que les autres collègues qui sont élus ici sur le territoire, parce que je crois qu'on voit bien aujourd'hui que c'est un maillon fort. Et par rapport et aussi en synergie et en collaboration avec les collègues de Groupama aussi, on a un vrai ancrage territorial qui est puissant, et je crois qu'aujourd'hui tous les efforts et les regards sur la télémédecine en particulier, et puis sur le combat contre les déserts médicaux, c'est quelque chose qui nous parle à tous et à toutes. Alors, vous avez choisi justement cette année de parrainer le master de l'économie sociale et solidaire. Quel regard vous portez sur ce secteur dont on l'oublie parfois, vous faites bel et bien partie? Absolument, puisqu'aujourd'hui l'économie sociale et solidaire sur le territoire national, ça représente quand même, on l'oublie trop souvent, 10% du PIB à l'échelle de l'État français. Donc c'est assez colossal. Ça permet justement à tous les acteurs, à des mouvements sociaux, à des associatifs, avec les banques aussi de l'économie sociale et solidaire. On est vraiment un acteur clé. On essaie de combattre et de travailler aussi pour le maintien du secteur 1 dans les tarifs qui sont produits en prestations en nature dans nos établissements médicaux, qu'ils soient dentaires, hospitaliers ou autres. Et donc je crois que c'est important, on est un acteur important, et l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment du lien, c'est aussi de l'accompagnement, de l'intégration, de la mixité sociale aussi. Et puis c'est une passerelle pour les jeunes, et puis ça donne du sens à la politique, et je crois que c'est vraiment pour cette raison qu'on est très heureux de revendiquer que nous sommes dans cette famille de l'économie sociale et solidaire. Et je rappellerai que l'année prochaine, le Congrès national de la mutualité française a choisi Montpellier pour venir faire son congrès national. Donc ça va être un grand moment aussi politique où l'économie sociale et solidaire aura un zoom important. Mais encore une fois, que ce soit EOVI MCD ou le groupe Aesio, qui là aussi commence à atteindre de très gros niveaux avec le courtage, et pour justement répondre à des préoccupations et à des adaptations du marché avec les accords ANI pour les grandes entreprises, on essaie de s'adapter, de se moderniser, et comme quoi la mutualité, cette économie sociale solidaire a vraiment un rôle à jouer dans ce territoire et ailleurs. Très bien, justement, nous allons découvrir un acteur de l'économie sociale et solidaire qui mérite d'être sous les feux des projecteurs ce soir. Avant toute chose, j'aurais dû excuser Monsieur le Président René Gamme. Pourquoi je le fais? Parce qu'il est président du groupe Languedoc Mutualité, administrateur national des EOVI MCD en charge des EOVI Santé et Services, et puis surtout, cher François Comègne, président de l'Arago de Sète. Et comme il a été fait référence tout à l'heure à la culture et au sport, je crois que la mutualité aussi investit tous les territoires sans exception. Très voilà, bien. merci. Et là, c'est du suspense qui dure pour notre lauréat, vous êtes conscient de cela? Mais justement. Allez, c'est parti. L'économie sociale et solidaire, son master, les compagnons de Maguelone. J'appelle à nous rejoindre Bernard Azema, président des compagnons de Maguelone. L'association Les Compagnons de Maguelone, créée en 1969, gère un domaine de 370 hectares de terres et de lagunes, classés Natura 2000, qui abrite la cathédrale de Maguelone. L'association a deux missions, une mission patrimoniale et une mission d'accompagnement vers le travail et la vie citoyenne de personnes en situation de handicap. Les activités économiques sont très diversifiées. Viticulture en bio, élevage de moules et d'huîtres, pêche traditionnelle, mécanique de précision, accueil touristique pour les 200 000 visiteurs, organisation
l'organisation d'événements tels le festival Les Voix de Maguelone. Notre actualité est l'élargissement de nos activités vers Montpellier. Nous allons créer 2 entreprises adaptées qui emploieront à terme une vingtaine de personnes. L'ADN de notre association, les Compagnons de Maguelone, repose sur la valorisation des talents et des compétences, l'accompagnement vers la vie citoyenne, la création de passerelles pour l'emploi. Pour cela, nous avons besoin de l'aide de tous, pouvoirs publics et acteurs économiques de la région. Je pense que nous pouvons bien entendu vous applaudir chaudement. Toutes mes félicitations. Alors évidemment, on connaît votre activité sur la presqu'île de Maguelone, mais désormais c'est sur le domaine du Grand Puy que vous allez déployer vos actions. En quelques mots, où en est votre projet? Le projet est très avancé puisque nous en sommes au stade de la sélection des entreprises. Voilà, donc j'ai vu qu'il y a dans la salle M. Sorel que je salue. Nous construisons ce projet en partenariat avec la ville de Montpellier. Voilà. Un beau projet, on vous sent ému. Oui, c'est un très beau projet qui a pris beaucoup de l'énergie des compagnons, mais ça fait partie des missions des compagnons, c'est-à-dire d'accompagner vers le travail et la vie sociale des personnes en situation de handicap. Et au travers de ce projet, nous allons créer à terme une vingtaine d'emplois sur la ville de Montpellier. Donc c'est un projet qui effectivement a mobilisé beaucoup de nos énergies. Merci à vous. On peut évidemment vous applaudir encore une fois. La petite étape de la photo, désormais incontournable. Merci beaucoup, messieurs. Vous pouvez regagner vos places. Poursuivons notre cérémonie avec le Master de la culture client. Pour cela, je vais appeler sur scène Michel Castet, directeur adjoint des opérations du déplacement de l'A9 pour Vinci Autoroute. Bonsoir. Alors, monsieur Castet, tout ou presque a été dit sur la nouvelle autoroute A9, mise en service en mai dernier avec 6 mois d'avance sur le calendrier initial, je le précise. Ma question est un petit peu plus précise. Ce type de projet réalisé en partie en milieu urbain peut-il faire école ailleurs? Oui, nous le pensons. Globalement, en France, on a un maillage autoroutier qui est déjà relativement important. Par contre, les conflits entre les flux locaux et de transit génèrent des embouteillages à toutes les approches de métropole. Donc Montpellier a été le premier chantier de ce type. On a séparé les flux et nous pensons que oui, c'est l'avenir. Très bien. Alors, sur un volet plus social, j'ai noté que le chantier avait fait travailler 1500 personnes, c'est bien cela. Oui. A-t-il permis de pérenniser, voire de créer des emplois de long terme, j'allais dire? Alors, déjà, on avait adopté une politique en faveur de l'insertion pour les personnes en difficulté. Donc, globalement, c'était pour les chômeurs de longue durée et les moins de 26 ans. Ça a généré 220 000 heures travaillées. En fin de chantier, on peut dire que nous sommes, grâce à nous, il y a eu 74 CDI signés et une trentaine de contrats d'alternance en cours. Et ça, c'est pas rien. Notre thèse va vous remettre l'enveloppe contenant le nom du lauréat du Master de la culture client. Et donc le lauréat est... Le lauréat du Master culture client est la société Matouma. Je vais appeler sur scène Frédéric Salle, président de la société Matouma. Matouma est une entreprise spécialisée dans le domaine des objets connectés. Notre métier est de connecter les objets en utilisant des cartes SIM de ce type-là. Ces cartes sont un petit peu spéciales puisqu'elles permettent de capter tous les réseaux environnants, quel que soit l'endroit où on se trouve, que ce soit en France ou dans le monde entier. Les perspectives de Matouma pour les 5 prochaines années sont doubles. La première initiative, ça va être le développement international. Aujourd'hui, nous avons ouvert l'Espagne et notre velléité, c'est d'ouvrir 5 pays sur les 5 prochaines années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être la digitalisation totale de notre activité. Aujourd'hui, nous faisons de l'acquisition de clients et nous souhaitons l'accentuer pour acquérir quasiment 100% de notre activité via Internet. C'est un gros projet puisque c'est la transformation digitale de l'entreprise. Aujourd'hui, Matouma, c'est 35 collaborateurs, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous avons réalisé ces chiffres-là en 5 ans. Ce que nous souhaitons faire pour les 5 prochaines années, ça va être doubler ces chiffres et démontrer qu'une société montpelliéraine peut être à la pointe de la technologie au niveau international. Toutes mes félicitations, bien entendu, monsieur Salle. Alors,
Chez Matouma, une chose est sûre, on écoute le client. Je crois même savoir que l'un de vos responsables opérationnels est entièrement dédié à la satisfaction de vos 20 premiers clients qui représentent tout de même 30% de votre chiffre d'affaires. Pourquoi ce choix? Oui, tout à fait. Alors déjà, merci beaucoup pour ce prix. Hein. C'est une vraie émotion pour moi, je ne m'y attendais pas, pour le coup. Et puis aussi, quelque chose avant de répondre à votre question, c'est que je voudrais saluer Nadège, ma femme, qui est responsable du service client, donc, voilà, qui est ici. Voilà, donc chez nous, la satisfaction client, c'est vraiment la culture de la société. Ça se fait en famille, hein, qui plus est. Donc ça nous permet aussi d'être plus proches pour en discuter quand il y a un problème sur un client. Ça va, c'est très rapide du coup, pour résoudre des problèmes. Alors, ensuite... J'avais une question quand même. Oui, hein. tout à fait. Alors je vais répondre, hein, mais ça c'était important de préciser la culture client. Sur la question, oui, effectivement, on a, pour vous donner un ordre d'idée, la société a 5 ans. On a 2400 entreprises qui travaillent avec nous en France et dans le monde entier. Donc en Europe, aux États-Unis, voilà, un petit peu partout. Et effectivement, nos 20 premiers clients, c'est 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc partant de là, ce sont des énormes clients. C'est vraiment des sociétés, c'est Groupama, Société Générale, c'est Crédit Agricole, c'est Plastic Omnium, Schneider, Legrand, voilà, toutes ces sociétés-là sont clients de chez nous. Et bien évidemment, on ne peut pas les traiter comme les autres. Voilà, ça, c'est pas possible. Donc on a dû mettre en place une personne et un système automatique de traitement beaucoup plus élaboré pour séparer nos 20 plus gros clients qui ont des besoins différents de l'ensemble de nos clients, que nous traitons bien aussi, il faut être clair, ils sont très bien traités. Rassurez-nous. Voilà, il faut quand même le préciser. Oui. Mais c'est vrai qu'on a dû amener des choses en plus pour nos gros clients. Voilà, je prends la photomaton par exemple, qui quand il y a un problème sur un photomaton, eh bien on ne peut plus prendre de photos, donc c'est notre responsabilité. Donc il peut nous appeler 24/24/7 à tout moment pour qu'on lui règle son problème. Voilà, on est vraiment aujourd'hui. Donc si on s'est développé si rapidement, c'est avant tout la culture client et le digital, je précise, hein, c'est vraiment les deux liés qui a fait qu'on a pu en arriver là. Et puis l'aventure continue pour nous. Et puis c'est que du bonheur tous les jours en tout cas. Merci infiniment à vous. Je vous invite à vous rapprocher de notre partenaire afin d'immortaliser cet instant. Et c'est parfait. Merci beaucoup, messieurs. Vous pouvez regagner la salle. Poursuivons notre palmarès avec le master de l'exportation. Pour remettre ce prix, j'appelle sur scène notre partenaire Bruno Boivin, directeur Languedoc-Roussillon de la banque CIC Sud-Ouest. Je vous cherchais. Eh oui, le balcon est très traître, hein, effectivement. Effectivement, il faut faire attention. Alors, Monsieur Boivin, un certain nombre d'indicateurs économiques sont aujourd'hui au vert. La croissance repart, la consommation progresse, le chômage baisse. Bon, ça c'est la vision un peu angélique des choses, mais tout de même, est-ce que vous constatez cette embellie et de quelle façon se traduit-elle dans votre activité de crédit aux entreprises? Et puisque nous allons remettre dans quelques instants le master de l'exportation, je pense notamment à l'accompagnement des entreprises à l'international. Bien, beaucoup de questions. Tout d'abord, bonsoir à tous. Et merci aux organisateurs pour cette très belle soirée. Donc, ce que je voudrais vous dire d'abord, bon, effectivement, les indicateurs sont au vert, je dirais un petit peu moins bien que la zone euro encore, mais on a encore un peu de chemin à accomplir. Ceci étant, ils sont effectivement bien orientés. Nous, ça se traduit chez nous par une reprise de l'investissement, une reprise des demandes d'investissement, peut-être plus précisément dans le tissu de notre région, plus TPE, PME, et c'est le tissu qui crée de l'emploi, on l'a vu encore tout à l'heure. Donc, effectivement, une bonne demande d'investissement et il ne faut pas oublier les taux bas et je crois que l'actualité d'aujourd'hui porte encore à croire qu'on va progresser, je dirais, dans la stabilité, puisque 2018 s'annonce encore une fois avec des taux particulièrement bas sur le long terme, donc de l'investissement effectivement destinés au financement de matériel et autres pour l'entreprise, mais aussi des financements financiers au niveau des entreprises notamment. Donc un bel envoi dynamique pour l'année 2018, j'en suis sûr. Alors, comme l'ensemble des secteurs, l'activité bancaire que vous représentez... Pardon. Oui, je ne vous ai pas répondu sur l'international. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc, dire que bon, l'international, effectivement, on est dans une grande région maintenant. Donc, si on enlève l'aérospatiale, si on enlève certaines pépites qu'on connaît bien, qui ont des beaux résultats positifs à l'export, ça reste quand même le maillon faible. Je dirais le maillon faible, surtout de la partie est, je dirais, de notre région maintenant, de notre nouvelle région. Et ce maillon faible, il faut le travailler. Alors, il existe effectivement beaucoup de financements. Je crois qu'on est en accompagnement
financier qualitatif, mais il reste à faire, et je crois qu'il reste à faire plus en amont, c'est-à-dire en mise en relation des entreprises de la région avec des prospects étrangers. Et qu'est-ce que nous faisons au CIC? Je crois que c'est assez parlant. Nous organisons ce qu'on appelle des journées pays, mais aussi des visites à l'extérieur. J'ai accompagné une équipe CIC, notamment à Stockholm, avec 15 chefs d'entreprise de la région, et je crois que les résultats sont plutôt sympas en termes de prospection, et aussi viennent à nous, puisque nous recevons une délégation chinoise, je crois, vendredi à la direction régionale, et puis dans un mois, ce sera, je crois, les pays du Nord, Pologne et autres, uniquement dans la mise en relation, et je crois que là, on a tous à faire un gros travail de mise en relation entre nos entreprises et les prospects étrangers. Alors un autre thème, celui du digital, il est beaucoup de questions du numérique ce soir. L'activité bancaire tend elle aussi à se digitaliser. Comment conserver l'équilibre avec le lien physique, notamment dans les zones les plus rurales? Oui, alors le digital, bon, des personnes bien plus compétentes que moi en ont parlé. Et vont en parler. Et vont en parler. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que c'est un outil de communication, de partage d'informations, et je pense que ça s'emboîte encore très bien avec nos agences physiques, et notamment dans les milieux ruraux. Je crois qu'il est hors de question de remettre en cause nos établissements, et surtout dans le milieu rural. C'est vraiment une stratégie du groupe CIC qui est vraiment clairement exprimée, et je pense que ça peut s'emboîter avec des nouveaux métiers, côté digital bien entendu, mais côté aussi agence physique, parce que ça nous demande à nous de monter en compétences et d'avoir un niveau particulièrement performant en type d'information. Le meilleur des deux mondes, donc. Passons à la remise de ce fameux master de l'exportation. Ouvrons cette enveloppe. À vous de jouer. Alors, le gagnant du master exportation est la société Smooth. Je vais demander à Damien van der Heyden, directeur commercial de la société Smooth, de nous rejoindre sur scène. Ce qui nous inspire chez Smooth, c'est d'apaiser le transport dans les villes, en offrant une solution de vélo en libre service, complémentaire du bus, du tram et du métro. Nous voulons rendre les villes plus vivables, plus calmes, plus durables. La particularité de notre solution Smooth, c'est la technologie embarquée sur notre vélo. Nous avons un petit ordinateur qui permet aux usagers d'accéder au vélo et de recevoir des informations sur leur parcours. Aujourd'hui, la grande nouveauté dans le secteur, c'est la naissance du vélo à assistance électrique en libre service, qui permettra d'attirer de nouveaux usagers. C'est une révolution en fait dans notre secteur. Smooth est implanté dans la région depuis 2008 et notre croissance est en constante évolution. Le matériel, nos vélos, nos stations, est fabriqué à 80% en France. Nous avons jusqu'à aujourd'hui équipé plus de 20 villes dans 4 continents. Cette expérience nous a permis de décrocher le renouvellement du marché Vélib à Paris, où nous installerons 25 000 vélos l'année prochaine. Par l'avenir, nous comptons sur l'essor du vélo à assistance électrique en libre service pour consolider notre place sur le marché. Toutes nos félicitations. Merci. Alors Smooth, c'est un peu la star en ce moment, on entend énormément parler. Oui, c'est vrai. Alors, votre société réalise 98% de son chiffre d'affaires à l'export, donc 90% hors de l'Union européenne, c'est bien cela? C'est bien ça, c'est bien ça. Puisqu'on est entre nous, est-ce que vous pouvez nous révéler vos prochaines cibles commerciales, internationales? Alors, la prochaine cible, c'est un secret, mais c'est Barcelone. D'accord. Et celle d'après, puisque celle-là est divulguée, allons-y. Celle d'après, nous notez, espérons nous développer un peu plus sur le marché nord-américain, mais il ne faut pas le dire parce que l'appel d'offres n'est pas sorti. Donc non, on est entre nous là, ça va. Merci beaucoup à vous. Le trophée vous est remis. Et maintenant, la petite photo. Regardez par ici, s'il vous plaît. Encore une petite seconde. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Vous pouvez... Hop, merci pour le micro. Vous pouvez regagner vos places. Alors, avant que nous remettions les autres masters de la soirée, place à notre séquence interview. Pour cela, je vais demander à notre président d'un soir de monter me rejoindre sur scène, Cyril Bouquet d'Econocom. Vous pouvez évidemment l'applaudir. Je vous en prie. Vous pouvez vous asseoir. Un petit micro pour vous. Merci beaucoup. Confortablement.
Très bien. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes directeur régional sud-ouest d'Econocom. Quelques mots tout d'abord sur votre groupe Econocom. 10 000 salariés, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une mission, accompagner la transformation numérique des entreprises. Exactement, dans le digital. Donc effectivement, pour ceux qui ne connaîtraient pas Econocom, c'est une société qui existe depuis maintenant une quarantaine d'années et pour lequel nous avons 3 activités principales. Une activité un peu traditionnelle de distribution avec un catalogue de 150 000 références. Une activité liée au service avec plus de 7 000 personnes dédiées au service. Et une dernière activité liée au financement des solutions digitales. Voilà. Et donc c'est par le prisme de ces activités-là que nous accompagnons effectivement nos clients au quotidien sur leur demande digitale. Alors cette transformation numérique, qui marque selon certains observateurs un véritable changement de civilisation, n'ayons pas peur des mots, est-ce qu'elle concerne toutes les entreprises, y compris les TPE et les PME ? Alors oui, c'est vrai qu'au tout départ, on parlait du digital pour les grandes entreprises. Je voyais encore semaine dernière, cette semaine, à New York, l'affichage digital 3D qui est fait par Coca-Cola. Oui. Donc effectivement, ça, c'est pas la TPE du coin. Alors, voilà, exactement, c'est pas la TPE du coin. Et en même temps, aujourd'hui, il y a vraiment de vraies solutions digitales qui existent pour les entreprises, pour les TPE. Déjà, pour tout ce qui est back-office pour eux et pour tout ce qui est front-office vis-à-vis des ventes. Je vais vous donner un exemple soyons concrets, tout simple. Je pense à un client d'Econocom qui est un horticulteur, une TPE, une grosse TPE, une petite PME, qui perdait beaucoup d'outillage, et ça lui coûtait cher à la fin de l'année. Une solution d'Internet des objets, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec Matouma, a permis à cette entreprise de ne plus perdre ses matériels et de calculer un retour sur investissement de quelques mois. Alors que voilà, donc là on parle vraiment d'optimisation logistique. Exactement, tout de suite avec un véritable retour sur investissement très rapide pour une TPE, une TPE ou toute petite entreprise. Donc aujourd'hui le digital c'est pas simplement pour les gros. Ça veut dire qu'aussi, le digital, c'est pas simplement un site web ou un logiciel. Non, c'est beaucoup plus large que ça. De toute manière, aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de solutions digitales, on parlait d'Internet des objets tout à l'heure. Quelqu'un a parlé aussi tout à l'heure de Big Data. Oui. Ce sont des choses qui vont révolutionner le monde des entreprises, notre quotidien à tous. On est aujourd'hui à l'aube d'une véritable révolution. Comme on a pu avoir la révolution industrielle au 19e siècle, aujourd'hui on est vraiment sur une révolution digitale. Alors on est dedans, on ne le voit pas toujours au quotidien, même si je pense que d'ailleurs on voit quelques écrans éclairés. Le digital, vous l'avez tous dans la poche aujourd'hui. Voilà. Et les entreprises veulent la même chose, veulent la même simplicité que ce qu'elles ont à titre personnel. Elles le veulent pour elles, pour leur entreprise, pour faciliter leur business. Alors on parle beaucoup depuis quelques années du phénomène d'ubérisation. Je traduis, c'est l'entrée sur le marché de nouveaux entrants, des pure players venus jouer sur le terrain des entreprises dites traditionnelles. Oui. Alors ces fameuses entreprises ubérisantes, est-ce qu'elles constituent un danger ou au contraire une opportunité ou un peu les deux, mon colonel ? Alors on va dire un petit peu les deux quand même. Alors c'est une chance quand même parce qu'aujourd'hui elles arrivent, elles bouleversent les habitudes qu'il y avait depuis des années. Les entreprises étaient habituées à travailler un peu toujours de la même manière et donc elles arrivent avec un mode de fonctionnement radicalement différent, un mode de pensée différent, elles amènent des méthodes de travail différents. Donc effectivement c'est à la fois une force pour elles et puis ça donne beaucoup d'idées à beaucoup d'entreprises, beaucoup de jeunes entreprises qui se disent il y a une place pour nous. Ouais. De l'autre côté, effectivement, il y a un danger, alors, parce que certaines effectivement sont bien bousculées et c'est compliqué pour elles. Donc il faut pour ça que l'État puisse quand même mettre des règles, que ce ne soit pas non plus... un marché dérégulé. Dérégulé, anarchique. Ouais. La concurrence ne doit pas être anarchique. Ouais. Donc, mais ça apporte des choses. Des sociétés, je pense à La Redoute par exemple, qui était une entreprise qui a vécu des difficultés et qui, en se digitalisant, est aujourd'hui une entreprise qui a repris des couleurs et qui fonctionne. La Fnac aussi. La Fnac aussi, effectivement, tout à fait. Alors selon vous, et pour être tout à fait concret pour les dirigeants qui nous écoutent et nous regardent ce soir, les entreprises qui ne négocient pas ce fameux virage numérique ou digital, assez mécaniquement finiront par disparaître ? Alors non, elles ne vont pas disparaître.
mais ça sera plus compliqué pour elles quand même. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, le digital apporte beaucoup de choses aux entreprises. C'est quand même un facteur de croissance. Les entreprises qui ne font pas de digital voient leur croissance, enfin celles qui font du digital plutôt, voient leur croissance multipliée par 6. D'accord. Donc effectivement, vous avez toujours la possibilité de ne pas en faire, même si aujourd'hui le digital est partout. Tout à l'heure, on parlait de site web. C'est pas forcément aujourd'hui extrêmement compliqué de monter un site web, de proposer un site web. Ni coûteux. Ni coûteux. Aujourd'hui, même si on n'est qu'une simple boutique, on peut mettre en place un site web. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit que les entreprises doivent s'y mettre. Les entreprises françaises n'y sont pas suffisamment. Je vais prendre l'exemple de l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne a beaucoup plus d'habitude que nous à monter des sites web, quand bien même ils ont un tout petit commerce. Résultat, aujourd'hui, les clients allemands ont l'habitude de consommer régulièrement sur leur site web et sur leur site en Allemagne. Alors qu'en France, ce qui est moins le cas, finalement, on voit les clients français qui, eux, vont acheter plutôt en Allemagne plutôt qu'en France parce que les entreprises allemandes se sont mieux digitalisées que les entreprises françaises. À ce jour, demain ça pourra changer. Effectivement. Alors le digital, on l'a vu, est transverse, il concerne tous les secteurs d'activité, mais c'est aussi un secteur en lui-même. Vous qui le connaissez bien, quel regard vous portez sur son développement ? Alors c'est un très fort taux de développement. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui sur le PIB. Ça représente 25% de l'évolution du PIB aujourd'hui. C'est 420 000 emplois. C'est aujourd'hui 12 500 nouveaux emplois qui sont créés dans le numérique. Et ce sont aussi des reconversions possibles dans le digital. Aujourd'hui, un chauffeur de taxi peut se dire tiens, je veux me reconvertir. L'année dernière, on a vu 2500 reconversions réussies en passant d'un secteur traditionnel au digital. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a de véritables opportunités sur ce marché. Je pense que de toute manière, on l'a entendu aussi ce soir, quand les différents lauréats passent, pour une grande partie, ils abordent tous le sujet du digital. Transverse. Voilà, c'est exactement, c'est transverse. Dernière question, celle de l'emploi. On nous vend un vivier d'emplois à venir dans le numérique. Il y a aussi la crainte de l'autre côté de se dire finalement c'est de la disparition d'emplois qui se profile à l'horizon. Alors en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on vit une véritable révolution. Donc il va y avoir des choses qui vont évoluer. Ce qu'il faut voir, c'est que on n'y coupera pas. Certains emplois d'aujourd'hui n'existeront plus demain. En revanche, de nouveaux emplois vont sortir et n'existent pas aujourd'hui. D'ailleurs, 60% des emplois qui existeront en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc ça laisse la place à l'imagination. Exactement, à l'imagination. Et effectivement, on a besoin de beaucoup de personnel en ce moment. On a même du mal à recruter pour certaines entreprises. C'est assez compliqué. Donc, je pense que la balance des emplois entre ceux qui vont être perdus et ceux qui vont être créés sera largement favorable aux emplois numériques. Parfait, merci pour cet optimisme. Merci beaucoup à vous, Monsieur Bouquet. Je pense qu'on peut évidemment vous applaudir. Merci. Poursuivons évidemment cette cérémonie pour remettre le prochain prix, le master de l'ETI. Je vais appeler sur scène Frédéric Lacasse, président de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. Par ici, très bien. Monsieur Lacasse, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors l'agglomération Béziers-Méditerranée est particulièrement investie, on le sait, dans l'accompagnement des entreprises des nouvelles technologies. Tiens, encore du numérique. Quels sont les leviers que vous activez en la matière? Alors, avant de répondre à votre question, quand même, je voulais vous remercier d'être accueilli dans ce théâtre. Et c'est pas pour rien que je le dis, parce qu'un théâtre, ça peut être un théâtre d'acteurs et la vie économique a besoin d'acteurs économiques, pas d'acteurs de cinéma ou de théâtre, mais ce que vous êtes, c'est-à-dire ceux qui font avancer le territoire. Alors, la communauté d'agglomération, elle est pour l'innovation, vous l'avez compris. L'innovation, il n'y a pas de limite, pas de frontières. Et nous l'accompagnons depuis le début parce qu'il y a une activité économique et une volonté d'accompagner les entreprises.
D'ailleurs, on a organisé un workshop dernièrement pour faire venir des entreprises slovaques dans une entreprise qui est emblématique sur le Biterrois, Technilum, qui apporte la lumière et enfin et d'autres nouvelles technologies. Ça veut dire que vous jouez un rôle concret dans la mise en relation, la mise en réseau, j'allais dire, des chefs d'entreprise eux-mêmes? Voilà, on a une situation, bien sûr, on sert de catalyseur, de lien pour aider toutes les entreprises et mettre en lien. Il faut voir que le Biterrois, contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est pour ça qu'on a créé l'agence Cœur du Languedoc, c'est plusieurs centaines de milliers d'habitants avec une potentialisation l'été. On est un carrefour, un carrefour Vière avec la 75, la 9, la 61, on est une zone où la LGV que nous défendons tous, et c'est là où il faut jouer groupé. Il y a eu des communications avec les villes que sont Montpellier, Béziers, Narbonne et Perpignan, mais aussi les agglomérations, et c'est pour ça que nous avons fait Cœur du Languedoc, c'est les agglomérations qui permettent aussi de mettre ce dynamisme économique. Nous avons avec Héros Méditerranée, avec Gilles Détor, avec la Domicienne, Alain Caralp et le Grand Nambonne, Bascou et Mike, communiquer sur ce carrefour qui est essentiel. Et on a un aéroport qui nous permet de potentialiser tout ça et de permettre aux entreprises de porter l'économie, puisque nous avons un foncier attractif et très accessible. Merci beaucoup à vous. Alors maintenant, on va vous remettre cette petite enveloppe qui contient le nom de notre lauréat. Si vous voulez bien vous avancer un petit peu dans la lumière, s'il vous plaît. Lauréat dans la catégorie ETI. Alors, Master ETI, Sotranasa Télévidécom. Je vais appeler sur scène Jean-Baptiste Navarro, directeur des travaux de Sotranasa. Sotranasa est une entreprise de travaux de construction et maintenance de réseaux téléphoniques, cuivre et fibre optique. Nous avons aussi une entité qui s'occupe des réseaux d'énergie, électricité, gaz, et beaucoup de travaux dans les énergies renouvelables comme les centrales photovoltaïques et les éoliennes. L'activité aujourd'hui nous fait passer de rang de PME à rang d'ETI, entreprise à taille intermédiaire, grâce à toute cette activité. Nous avons comme objectif de former les gens, c'est notre défi d'aujourd'hui. Nous avons créé pour cela un organisme de formation interne pour dupliquer les savoir-faire et permettre à des nouveaux embauchés de rapidement être opérationnels sur le chantier et auprès des chantiers de notre client. Le plan très haut débit en France va nous permettre de consolider nos acquis en termes d'activité. La loi de transition énergétique, quant à elle, sur les énergies renouvelables, va nous permettre de toujours solidifier nos acquis et accompagner nos clients, les satisfaire, de la construction jusqu'à la maintenance, en passant par les études de projets. Félicitations à vous. Je pense qu'évidemment, on peut vous applaudir. Alors, on l'a vu, votre entreprise s'appuie sur près de 45 ans d'histoire, c'est pas rien. Aujourd'hui, vous vous développez sur les marchés du très haut débit et des énergies vertes. Se renouveler en permanence, finalement, c'est clairement la clé de la réussite et de la pérennité, surtout. Oui, tout à fait. Mais merci à vous pour ce trophée. Je voudrais remercier mon père qui est dans la salle, qui a été le créateur de Sotranasa, qui a 70 ans cette année, et qui nous a montré le chemin. Et qu'on peut applaudir aussi, voilà. Je pense. Qui nous a montré le chemin. Et aujourd'hui, c'est vrai que Sotranasa, c'est 45 ans d'activité, de difficulté, de passion. Bientôt 300 collaborateurs qui sont auprès de nous, des familles, et qu'on essaye d'accompagner sur la formation, parce que c'est un gros enjeu aujourd'hui, et la digitalisation, on en a parlé tout à l'heure, où on gère aujourd'hui pour notre client Orange, par exemple, 2000 interventions au jour avec des interventions de nos techniciens. Et on gère ça grâce à des applications qu'on a développées nous-mêmes et qui nous permettent d'être toujours sur le haut du pavé et permettre à une des dernières PME ou ETI maintenant avoir un contrat comme ça en France. Un contrat national avec Orange. Voilà, et ça, c'est pas rien. Merci beaucoup à vous. Évidemment, je vous invite à vous placer au centre de la scène pour que nous puissions prendre la petite photo. Merci, messieurs. Merci pour le micro. Vous pouvez rejoindre la salle.
Alors nous allons maintenant remettre le prix de la croissance. Pour cela, je vais appeler à me rejoindre sur scène Olivier Camot, directeur délégué de la Caisse des dépôts Occitanie pour la zone Aix-Languedoc-Roussillon. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir monsieur Camot. Alors, la Caisse des dépôts, entre autres, est l'une des parties prenantes du plan Littoral 21. Alors j'aimerais savoir quel est le rôle concret que vous jouez dans ce dossier. Alors, la Caisse des dépôts, effectivement, accompagne en appui à l'État et la région dans l'élaboration et la mise en œuvre du plan Littoral 21. La Caisse des dépôts, ce n'est pas uniquement le financeur du logement social ou des collectivités locales. Très clairement, c'est un acteur public au service du développement économique, du développement territorial, en appui des politiques publiques conduites par l'État et par les collectivités. Et clairement, le plan Littoral 21 regarde de ce qu'est son ambition, sa grande ambition, ses enjeux en termes d'attractivité et de compétitivité du territoire, en intégrant tous les enjeux de la transition énergétique et écologique, légitime une intervention de la Caisse des dépôts. Cette intervention, c'est une intervention en aval, aux côtés de l'État et de la région, dans la structuration du cadre d'intervention, d'une certaine manière, de Littoral 21, et donc également en constitution d'outils financiers dédiés auprès de l'Europe, du plan Juncker, mais aussi du programme d'investissement d'avenir conduit par l'État. Et puis, bien évidemment, c'est là où peut-être elle est le plus attendue, en aval, en mobilisant ses capacités d'intervention financière, en prêt long terme, mais également en fonds propres, en tant qu'investisseur, aux côtés des porteurs de projets, qu'ils soient collectivités locales ou opérateurs privés. Alors, de notre territoire, vous êtes particulièrement investi dans le secteur du tourisme. Quels sont les leviers d'action que vous avez en la matière? Oui, alors le tourisme, et ça connecte bien évidemment avec Littoral 21, c'est un des axes majeurs d'intervention de la Caisse des dépôts aujourd'hui, tout simplement parce que les pouvoirs publics considèrent que le tourisme est un des leviers de croissance principaux pour notre pays au regard des atouts de nos territoires. Et donc, très clairement, la Caisse des dépôts a vocation à mobiliser sur les 5 ans à venir, enfin depuis 2016 jusqu'en 2020, 400 millions d'euros de fonds propres pour intervenir en tant qu'investisseur sur le champ du tourisme. Et là, on balaye, j'allais dire, tout le scope, c'est-à-dire qu'on envisage bien sûr le tourisme d'agrément, le tourisme d'affaires, le tourisme social, et puis l'ensemble des thématiques, et donc l'ensemble des thématiques aussi qui intéressent l'Occitanie, à savoir le balnéaire, les enjeux autour du tourisme rural, la montagne, et puis des sujets comme le thermalisme par exemple. Et très concrètement sur des sujets qui sont aussi très vastes, que ce soit la question bien sûr cruciale de l'hébergement, mais aussi des infrastructures touristiques. On pense bien sûr au port de plaisance, très clairement, ou encore sur des sujets liés à l'offre touristique de loisirs, que je pense bien sûr au parc à thème. Voilà, les moyens sont importants, ils sont bien mobilisés en Occitanie. Je profite de l'occasion qui me donne très clairement pour indiquer aux acteurs du tourisme qu'aujourd'hui les moyens sont là, ils doivent nous mobiliser et nous serons en capacité de les accompagner comme on le fait déjà depuis ça c'est un appel plutôt sympa. Voilà, on le note. Merci à vous. Alors on va vous remettre l'enveloppe qui contient le nom de notre lauréat du master de la croissance. Alors, le master de la croissance est remis à l'entreprise Osmosis. J'appelle sur scène Gérard Tremblay, PDG de la société Osmosis. Osmosis est l'opérateur des vacances connectées. Notre métier est à la fois de distribuer des services Internet pour les vacanciers et de faciliter l'exploitation d'un gérant pour son établissement. On est présent dans 5 pays, France, Espagne, Italie, Allemagne, Hollande. Et en ce début d'année 2017, on s'est introduit sur le marché Euronext à Paris. Notre projet actuel est le déménagement de notre nouveau siège social qui compte 1600 m² et est capable d'accueillir plus de 100 salariés. Nous fabriquons
à Montpellier l'ensemble de notre technologie de Wi-Fi maillé avec des brevets européens qui ont été déposés. Nos projets de croissance externe sont de deux ordres, racheter une société ayant du parc avec une activité similaire à Osmosis et des sociétés ayant une activité pouvant générer une nouvelle offre sur le parc de clients actuel. Nous avons un développement important dans les années à venir avec non seulement la croissance externe mais aussi notre croissance organique dans les différents pays européens et nous souhaitons atteindre 20 millions d'euros avec un EBE de 30% en 2020. Toutes nos félicitations à vous deux, puisque Merci. vous êtes venus avec votre associé. Vous pouvez vous avancer dans la lumière, bien entendu. Par ici, oui, voilà, très bien. Alors, on le voit, vos ambitions sont grandes, hein, puisque vous visez les 20 millions de chiffre d'affaires à l'horizon 2020. C'est bien ce que j'ai noté. Tout à fait, oui. Alors, pour ça, on a vu dans le petit film, vous misez notamment sur la croissance externe. Y a-t-il des dossiers en cours en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cela? Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a effectivement analysé beaucoup de dossiers, aussi bien des en noms. France... On veut des noms. Hein. Vous voulez des oui, noms bah oui. Et vous n'aurez pas de noms. Ah, bon. Et non, parce qu'on n'a pas le droit, parce qu'on a fait notre introduction en bourse, donc on est du domaine public depuis le début de l'année. Et donc la communication est évidemment un peu régulée. Mais par contre, je peux vous assurer qu'avant la fin de cette année, nous aurons effectivement une croissance externe minimum. C'est bien parti effectivement pour, et ça va se passer. Très bien, ben on suivra ça de très près dans les colonnes de la lettre M. Merci, merci à vous. Un petit mot. Une petite devinette, simplement, il y a un objet connecté qui existe dans l'hôtellerie traditionnelle que nous allons mettre dans l'hôtellerie de plein air. Il faut simplement deviner ce que c'est. C'est très bien, c'est très utilisé et c'est effectivement pas dans l'hôtellerie de plein air. Et vous saurez la réponse à peu près dans 15 jours. Ah, alors, quelqu'un a une idée, non? Vous séchez 15 jours, il faut attendre vraiment 15 jours. 15 jours. D'accord, très bien. Rendez-vous dans 15 jours. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez par ici tout de même qu'on vous remette votre trophée. Mettez-vous bien, s'il vous plaît. Voilà, tournez vers notre photographe, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, vous pourrez rejoindre la salle sous les applaudissements de notre public. Nous allons maintenant remettre le master de l'innovation managériale. Et pour cela, je vais appeler sur scène André Deljari, président de la CCI de l'Hérault. Voilà, attention à la tête, monsieur Deljari. Eh oui, oui. Ah, j'ai prévenu. Hein. Si vous pouvez vous placer par ici, merci infiniment. Alors, la CCI de l'Hérault, on le sait, regroupe désormais les 3 ex-CCI, Montpellier, Sète et Béziers. Quelles sont justement vos ambitions sur les territoires de Béziers et puis de Sète? Tiens. Alors, tout d'abord, merci de nous accueillir à la lettre M ici, dans ce grand théâtre, ce beau théâtre Molière, puisque tout à l'heure, on disait que la vie, pour moi, c'est un grand théâtre. Et les chefs d'entreprise ont choisi là où ils veulent jouer leur place. Donc ce grand théâtre est vraiment adapté ce soir à la situation. Et merci à François Cobain de nous accueillir dans sa ville. Alors, les 3 chambres de commerce, Béziers, Sète et Montpellier, se sont regroupées sous l'effet de la loi. Il était important de le faire. Et aujourd'hui, l'objectif, bien sûr, c'est de créer cette belle chambre de commerce de l'Hérault, avec ses 61 000 chefs d'entreprise. Je rappelle que nous sommes devant la Haute-Garonne en nombre d'entreprises, donc pour montrer l'agilité des entreprises ici, la compétence, 61 000 chefs d'entreprise et 5 000 créations d'entreprises tous les ans sur le département de l'Hérault, ce qui nous fait un des premiers départements français en termes de création d'entreprises. Même si nous n'avons pas tout à fait la richesse totale, mais on a au moins cette agilité de créer sur ce beau territoire de l'Hérault. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de remplir et de finir ce pari, de réussir cette chambre de commerce de l'Hérault. Il faut être, évidemment, et je sais qu'il y a des personnes dans cette salle qui sont très attachées, pour prendre un petit exemple, Jean-Claude Guessot, il faut être sur tous les territoires, monsieur le ministre, donc il faut être vraiment sur tous les territoires, de Béziers à Bédarieux, en passant par Agde, en allant sur Sérignan, et tous les territoires, et bien sûr, sans oublier Montpellier et Sète. Il faut être partout, pourquoi? Parce que les chefs d'entreprise sont partout, on l'a vu ce soir, on le voit, ils sont de Clapier, ils sont partout. Donc notre travail, chambre de commerce, c'est d'être des facilitateurs de territoire, et pour cela, c'est d'accompagner toutes les entreprises de tout ce beau territoire de l'Hérault.
Alors un mot sur le futur campus de Montpellier Business School, on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, qui doit sortir de terre en 2021. On parle d'un projet global de 95 millions d'euros. Quel est l'objectif de cette opération ambitieuse? Tout à l'heure, Philippe Sorel il faisait référence au président de la métropole et maire de Montpellier. Et je salue Christophe Pérez, qui est directeur général de la CERM et de la SAM, avec qui nous travaillons côte à côte, avec bien sûr aussi Chantal Marion. L'objectif, bien sûr, c'est de sortir ce campus. Le président l'a dit tout à l'heure, 91 millions d'euros. L'échéance pas sortie de terre. L'objectif, c'est qu'il soit ouvert pour septembre 2021. Ah oui, donc il faut qu'il sorte de terre un petit peu avant. Il vaut mieux, oui. Donc l'objectif est là. Aujourd'hui, ce campus, cette business school, c'est 200 millions d'euros de retombées économiques sur le territoire, dont la totalité des collectivités, que ce soit la région avec Carole Delga sur la partie CFA, formation continue, et de l'autre côté avec bien sûr la métropole, parce que c'est une opération un peu complexe, puisqu'on a un site sur lequel nous sommes aujourd'hui, Alco, à Montpellier, où il faut effectivement travailler pour le reconditionnement de ce site, en montant pas très haut au niveau de l'immeuble, mais de toute manière on est bloqué par la servitude du Pérou, donc là pas de souci. Et ensuite de l'autre côté, bien sûr, il faut acheter aussi le terrain à Cambacérès, donc là toutes les négociations sont en cours, et je peux dire que Philippe Sorel est un vrai facilitateur pour pouvoir sortir cette business school. J'ai même un chef d'entreprise qui me dit voilà, c'est le grand amour avec Philippe Sorel, mais je dis il n'y a jamais eu de souci avec Philippe Sorel, on travaille très très bien ensemble, comme je travaille avec François Comène, où on vendait la ville l'autre jour avec Visio-Commerce, comme je l'ai fait avec Ménard la semaine dernière, etc. La totalité des collectivités, Frédéric Lacasse, je ne vais pas tous les citer parce qu'on travaille très très bien ensemble. Nous, l'objectif, c'est l'attractivité du territoire, et c'est de faire de la dynamique sur ce territoire aussi avec le département sur le no-tourisme, puisque actuellement avec la totalité des consulaires, avec Chambre de commerce, Chambre des métiers, Chambre d'agriculture, nous allons travailler sur les routes des vins, puisqu'il y a le club des croisières où on travaille bien sûr avec François Comène et avec Jean-Claude Guessot. Le club des croisières, c'est 70 000 passagers qui viennent ici tous les ans. L'objectif, c'est qu'on soit à 200 000 d'ici 2020, d'ici 2021. Donc il est là, l'attractivité du territoire, elle est là. Alors on s'est aperçu qu'il y avait peu, par rapport au tour opérateur, de destinations dans l'Hérault, même s'il faut aller sur tous les territoires, parce que la cité de Carcassonne, c'est bien, le pont du Gard, c'est très bien, mais le département de l'Hérault, c'est encore mieux. Et si on avait une ou deux ou trois destinations faites avec les tours opérateurs, ben voilà, c'est à ce à quoi on s'attelle, c'est à ce à quoi on travaille pour la totalité du département et en faire une vraie richesse de territoire. Merci infiniment à vous. Eh bien, on va vous remettre cette enveloppe qui contient le nom de notre lauréat du Master de l'innovation managériale. Voilà, le Master de l'innovation managériale est attribué alors à beaucoup de centers au groupe Esteban. Je vais appeler sur scène le président d'Esteban, Dominique Alisson. La société Esteban a été fondée il y a plus de 35 ans et est aujourd'hui une marque internationale reconnue pour son savoir-faire de parfumeur créateur. Nous sommes distribués à travers le monde dans une 50aine de pays et plus de 2500 points de vente. Le groupe Esteban est composé de 75 collaborateurs qui participent à la réalisation d'un chiffre d'affaires de plus de 12 millions d'euros. Ce qui a fait et continue de faire la croissance et la notoriété de la marque Esteban, c'est à la fois notre capacité de création qui nous permet de lancer plus de 100 nouveautés par an. C'est aussi notre savoir-faire industriel que nous challengeons au quotidien grâce à une démarche lean management constante. C'est aussi la diversité de nos réseaux commerciaux qui fait que lorsque l'un d'eux faiblit, les autres portent la croissance. Enfin et surtout, l'expertise et la fidélité de nos équipes et de nos partenaires, car il n'est pas de succès durable sans des femmes et des hommes durablement et fortement impliqués. Pour poursuivre son développement, l'entreprise investit plus de 6 millions d'euros dans la réalisation d'un nouveau site industriel qui sera mis à disposition dès 2018 à la Lérune, près de Montpellier. Notre ambition pour l'avenir, c'est de renforcer la présence de la marque, en particulier sur les marchés internationaux, mais également de conforter notre présence sur le digital en trouvant le bon équilibre entre le brick and mortar et le e-commerce. Toutes nos félicitations, bien entendu. Merci, merci. Alors, chez Esteban, l'innovation managériale, c'est avant tout le déploiement du Lean, et ce depuis plusieurs années, je crois. En quoi cela permet-il de fluidifier le cycle décisionnel et puis, in fine, de gagner en agilité? Alors oui, le Lean Management, on l'a mis en place il y a une petite dizaine d'années maintenant. Il faut bien avoir en tête que c'est un des éléments, un des outils de l'innovation managériale. On en a d'autres qui sont très importants également. Pour dire quelques mots de Lean, le
Le Lean commence à être un peu connu en France maintenant, il est très utilisé dans l'industrie. On l'a utilisé d'abord sur les sites industriels, maintenant on commence à l'utiliser aussi ce qu'on appelle le Lean Office. Donc le Lean, c'est un processus d'amélioration permanente. Chaque fois qu'on détecte une imperfection, un problème, on réunit les équipes qui sont en charge du dossier, donc aussi bien des opérateurs que des managers. Il n'y a pas de relation hiérarchique dans un groupe Lean, et tout le monde réfléchit ensemble aux solutions à apporter pour résoudre le problème. Donc ça nécessite d'avoir au sein de l'entreprise de la confiance. Il ne faut pas hésiter à dire qu'on a eu une difficulté à un moment donné, il ne faut pas la cacher. Au contraire, on en parle et on trouve des solutions ensemble. Donc ça nécessite d'avoir une bonne entente dans les équipes. Et c'est pour ça que je dis que le Lean n'est qu'un des outils. Voilà, parce que un des leviers. Voilà, si on n'a que cet outil-là, c'est insuffisant et on peut échouer si les gens ne sont pas en confiance. Donc dans les autres éléments qui font partie de la confiance, on a une forte participation. En ce moment, on parle beaucoup de la force des entreprises allemandes. Parce qu'elles savent faire travailler ensemble le management, le top management, et puis les représentants des salariés. Et bien chez nous, par exemple, à titre d'illustration, les représentants du personnel, les délégués du personnel, participent au conseil d'administration. Tous les 3 mois, on réunit l'ensemble du personnel, je dis bien l'ensemble du personnel, aussi bien les ouvriers que les employés, que les cadres dirigeants, pour faire un point sur l'état de la situation. On avait des objectifs au cours du trimestre, est-ce qu'ils ont été atteints, oui ou non? Est-ce qu'on a réussi notre challenge trimestriel? Et on présente les objectifs du trimestre suivant. Et comme ça, on informe les salariés au fur et à mesure des décisions qu'on est amené à prendre, avec une compréhension bien plus forte de leur part et donc une meilleure acceptation. Donc l'innovation managériale, ce n'est pas un seul outil, c'est un ensemble d'outils. Il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer ce soir, mais ça doit être cohérent. Il doit y avoir de la cohérence dans l'action. Très bien, merci infiniment à vous. Je vous reprends le micro et je vous laisse recevoir évidemment ce trophée, ce master. Merci beaucoup, merci messieurs. Voilà, vous pouvez regagner bien entendu votre place. Pour remettre le prochain prix, le master de la rentabilité, je vais appeler à me rejoindre sur scène Philippe Lamourou, président de l'Ordre des experts comptables région Montpellier. Hop, monsieur Lamourou, bonsoir. Vous pouvez vous placer ici, voilà, dans la lumière. Les experts comptables, on le sait, prennent le pouls des entreprises, on le dit, on le répète, mais c'est vrai. Quel regard portez-vous sur l'embellie économique décrite actuellement par les observateurs? On en parlait un petit peu tout à l'heure. Ben oui, on a un nouvel observatoire d'ailleurs au Conseil régional de l'Ordre de Montpellier depuis fin 2016 qui nous permet d'utiliser les datas que l'on a sur notre plateforme déclarative, puisque vous savez que les experts comptables déclarent pour beaucoup de petites entreprises des déclarations de TVA, de liasses fiscales et même des déclarations sociales, ce qui nous permet d'avoir une mine de données extraordinaire, et notamment sur les petites entreprises qui sont très fiables. Les indices que l'on a sur le deuxième trimestre 2017 par notre observatoire donc, qui s'appelle, je vous le dis, EcoZoom Image PME, nous permettent de dire qu'il y a effectivement une embellie en termes d'activité, puisque par rapport au deuxième trimestre 2016, on note une croissance de plus 3% dans l'activité. Ceci étant, il faut un tout petit peu peut-être, je dirais, nuancer un peu les choses, puisque c'est surtout plutôt dans les moyennes entreprises que l'on a un taux de croissance plus important de 3,6, alors que dans les petites entreprises, nous sommes aux alentours de 1,7. Mais enfin, tout est positif et il semblerait qu'effectivement, la croissance commence à frissonner. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que aussi l'indice des investissements semble vouloir remonter, ce qui prouve la confiance des chefs d'entreprise pour l'avenir. Alors, dans la période actuelle où la politique fiscale, on le sait, est relativement incertaine, quel rôle peut jouer l'expert comptable auprès des entreprises ? Là, c'est une question un petit peu piège parce que justement, au jour d'aujourd'hui, on est dans des incertitudes et on attend les décisions. Et nous, vous savez, nous sommes des hommes pragmatiques, et des hommes et des femmes, parce que d'ailleurs, je n'ai pas vu beaucoup de femmes ce soir sur la scène. Des hommes et des femmes, on a beaucoup de consoeurs. Évidemment, vous savez, hélas notre présidente Véronique Di Benedetto n'a pas pu venir ce soir. Ouais, mais j'ai pas vu beaucoup de marraines et de lauréates. C'est vrai. Donc, bon, enfin,
vous n'aurez pas le prix de la parité. C'est vrai, c'est vrai. Donc je vous disais à l'instant que oui, on est dans des périodes un petit peu difficiles parce que pour nous, en tant que conseil d'entreprise, parce qu'effectivement, on nous annonce beaucoup de choses, mais on n'a aucun texte. Et vous savez que comme on est très pragmatique, on ne veut pas trop s'avancer. Vous le savez, il y a des tas de décisions, on en parle, on a des bruits, on nous parle d'un ISF qui va se transformer en IFI, et de tas de choses comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est urgent d'attendre, et c'est ces conseils peut-être un petit peu, je dirais, de prudence que l'on doit, dans certaines décisions, apporter à nos chefs d'entreprise. Très bien. Cette enveloppe va vous être remise afin que vous puissiez nous révéler qui est le lauréat dans la catégorie de la rentabilité. Alors, le master de la rentabilité est attribué à Sens Digital. Je vais appeler sur scène Claire Dalgibo. Tiens, une femme. Responsable communication, marketing et relations clients de la société Sens Digital. Voilà. Il suffisait de demander. Voilà, tout le plaisir sera pour moi. Voilà. Vous avez bien fait. Nous sommes spécialisés dans la digitalisation des entreprises. Nous avons 5 métiers dans l'entreprise: l'ingénierie applicative, l'infrastructure et la cybersécurité, le data mining, les objets connectés, la communication et le marketing produit. Sens Digital est une entreprise en hyper-croissance. En 5 ans, nous sommes passés d'1 personne à une trentaine de collaborateurs. Des actualités majeures marquent le tournant de l'entreprise aujourd'hui. La sortie du nouveau produit, la ruche connectée, un mobilier connecté multi-usage qu'on peut utiliser comme boîte aux lettres connectée, comme casier connecté, comme mobilier à chaussures connecté, et ces déclinaisons sont nombreuses. Sens Digital est en train de construire son siège social, ce qui affirme les ambitions en termes de développement de l'entreprise, avec un projet de recrutement d'une vingtaine de collaborateurs dans les années à venir. Nous envisageons de renforcer notre présence à l'international, mais également de renforcer les partenariats avec d'autres entreprises avec lesquelles nous mutualisons nos compétences afin de co-innover pour mieux servir. Toutes mes félicitations. Et oui, la lumière, ça surprend. Merci. Alors, la rentabilité de votre entreprise est de l'ordre de 14% en 2016. C'est largement supérieur à la moyenne de votre secteur d'activité. Comment est-ce que vous expliquez cette performance ? Alors déjà, je souhaite excuser Monsieur Diouf qui était invité à Paris ce soir à Matignon pour la remise des diplômes du Pass French Tech. Mais ça se loupe pas. Voilà, et puis je suis quand même accompagnée de ces 2 associés, donc Thierry Gosselin et Stéphane Vidal. Donc je ne suis pas venue seule femme ce soir. Donc comment on explique cette rentabilité ? On a eu une phase de recherche et développement au lancement de Sens Digital qui continue, mais qui a rapidement en fait été basée sur l'usage et qui nous a permis de trouver, de nous servir entre guillemets des besoins de nos clients pour arriver à développer des solutions et à sans cesse innover et avancer dans nos technologies. Donc c'est ça, c'est que Sens Digital a toujours eu des clients et ce sont ces clients qui nous ont permis de toujours avancer, de toujours innover. Donc je pense que... C'est ça la clé du succès. La clé du succès est là. Merci infiniment à vous. Avec plaisir, merci à vous. Alors je vous invite à vous mettre au centre de la scène pour que nous puissions immortaliser l'instant. Merci beaucoup à tous les deux. Nous allons maintenant décerner le coup de cœur de la rédaction. Et pour remettre ce prix spécial, je vais appeler à me rejoindre Jalil Belabdillah, premier vice-président d'Alès Agglomération, qui représente ce soir le pôle métropolitain Nîmes-Alès. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en fin d'année dernière, les agglos de Nîmes, Alès, Sète et Montpellier ont signé un pacte destiné à la fois à mener des projets communs et à peser dans la grande région Occitanie. Quels en sont aujourd'hui ces premiers effets Oui, d'abord, on s'est rapproché de Nîmes. Alès Agglomération et Nîmes se sont réunis pour exister dans le concert des métropoles et de la nouvelle réforme qui a fait apparaître donc la nouvelle grande région Occitanie. Donc on est devenu le 3e pôle métropolitain de la région et le 2e bassin industriel après Toulouse, avec donc Alès et Bagnols-sur-Cèze. Ensuite, il fallait donner une cohérence plus globale au niveau des autres métropoles.
un projet concret avec Montpellier et ESSET, c'est celui de l'Expo universelle 2025, pour lequel Paris a été retenu par Saclay comme site potentiel, candidat. Il y a 3 candidatures d'autres pays très sérieuses, dont une un peu moins, l'Azerbaïdjan, mais il y a le Japon et la Fédération de Russie quand même. Et on ne sait jamais. On ne sait jamais, voilà. Sur un malentendu. Oui, c'est ça. Donc Montpellier a la possibilité de s'associer à cette manne économique et touristique forte. C'est à peu près 50 millions de visiteurs lors d'une expo universelle. Et donc on s'est adossé à la métropole de Montpellier, où je salue sa vice-présidente Chantal Marion, pour pouvoir mettre de l'intelligence collective au service des territoires et des entreprises que nous représentons. Donc ça, c'est un projet. Jeudi prochain matin, on est à Montpellier, à la mairie de Montpellier, pour travailler entre élus, direction générale des services et cabinets, sur ce qu'on peut mettre dans la besace pour pouvoir peser et être partenaire de Paris pour cette candidature. Le deuxième, c'est peut-être l'intelligence pour l'export et l'international. Je crois savoir que CET est jumelé avec une ville d'un pays que je connais un peu, le Maroc, c'est El Jadida. Montpellier est jumelé avec Fès, de mémoire, il y a eu une mission récemment. Alès s'est rapproché de Kenitra. La région dont je salue l'ancien vice-président, mon ami Jean-Claude Guessot, qui était en charge de l'international, a une maison de la région à Casablanca et se développe beaucoup au Maroc, qui est un hub pour l'Afrique. Donc il faut mettre de la cohérence dans tout ça. Il est probable que pour les entreprises, une mutualisation des énergies et des ressources peut être très efficace. Voilà. Très bien. Alors les lecteurs assidus de la lettre M n'auront pas manqué de suivre les rebondissements à la CCI du Gard, qui s'est longtemps cherché un président avant l'élection, il y a quelques jours, d'Éric Giraudier. Concrètement, cette situation a-t-elle retardé certains dossiers sur lesquels vous intervenez de façon conjointe avec l'institution consulaire? Donc, je disais l'Expo 2025. Oui, c'était pas mal. L'Azerbaïdjan aussi, vous évoquez. Bon, c'est un épisode douloureux pour le Gard, on ne va pas se le cacher, et on a perdu une année pour pouvoir travailler sereinement et correctement. C'est derrière nous, maintenant il y a un président, les dossiers sont à nouveau relancés. Pourquoi ça n'a pas eu d'effet direct, on va dire, sur des projets, pour répondre concrètement à votre projet? Parce que nous avons, à Alès en tout cas, l'habitude de travailler avec tous les acteurs. C'est un écosystème particulier, dans des endroits comme Alès, où il faut tous se mobiliser. Ce qui nous a manqué, c'est la CCI d'Alès, qui était dans une certaine, on va dire, dans une certaine difficulté pendant cette période-là. Mais au-delà de cela, les projets ont avancé, on a continué à travailler ensemble, et maintenant que la CCI d'Alès a un peu plus de visibilité, on va pouvoir à nouveau les remettre dans le cercle et travailler sereinement. Alors moi qui suis un éternel optimiste, je vais vous dire une chose, dans un lieu de culture et de théâtre, le poète a dit « et si on essayait d'être heureux ?» ne serait-ce que pour donner l'exemple. Waouh. Ouais, quelques applaudissements. C'est pas mal. Et maintenant, le poète va ouvrir l'enveloppe que nous allons lui remettre, de manière à ce que nous puissions découvrir qui est le lauréat de ce coup de cœur de la rédaction de la lettre M. Alors, j'ai eu le plaisir, il y a 2 ans, en 2015, pour ma petite société, de recevoir 2 masters de la lettre M. Ah oui, ce soir, c'est pas prévu. Et donc, j'ai un grand plaisir aujourd'hui de remettre le prix coup de cœur à une société Essia, qui est à Bagnols-sur-Cèze, dans un bassin industriel, et rhodanien et gardois. J'appelle sur scène Pascal Morel, directeur général du groupe Essia. Le groupe Essia est une société d'ingénierie spécialisée dans les domaines de l'électricité, de la ventilation et du génie des eaux industrielles. Son but est d'intervenir dans les domaines industriels pour amener une plus-value sur un plan technique mais aussi méthodique. Elle est composée de 180 collaborateurs répartis dans nos agences territoriales de Marseille à Cherbourg. Accompagné de partenaires économiques, le groupe Essia embauche 40 collaborateurs par an. Nos collaborateurs, techniciens et ingénieurs, interviennent sur des projets d'envergure dans les secteurs nucléaire, pétrochimie et agroalimentaire. Depuis 2007, nous sommes très investis dans le monde de l'association sur les territoires de nos implantations. Nous sommes des spécialistes métiers, nous voulons développer des offres sur l'ingénierie conception, l'ingénierie de maintenance et l'ingénierie de déconstruction. Pour pouvoir se positionner sur ces marchés d'envergure, nous avons l'objectif de devenir une entreprise à taille intermédiaire d'ici 2020. Toutes mes félicitations, bien entendu. Merci. Alors,
Vous le dites dans le petit film que nous venons de voir, votre objectif est de devenir une ETI dans les 3 prochaines années. Alors quel est votre plan d'action pour y parvenir ? Alors à ce jour, nous sommes bien implantés dans un secteur d'activité qui est le nucléaire, comme dit dans le film. Fort de ce potentiel, de ce savoir-faire, c'est maintenant de le développer sur l'industrie globale, sur lequel nous menons des actions, on va dire, renforcées depuis plusieurs années maintenant, sur lequel c'est en très bonne voie. Donc on est déjà implanté sur le national, et le but c'est d'aller aussi vers l'export, tout en, je pense, je reprends beaucoup de thèmes de ce soir, tout en ayant aussi, on parle beaucoup de transformation digitale, et on est en train aussi de développer un outil performant qui capitalise notre savoir-faire, sur lequel on est accompagné notamment par la région Occitanie, je le souligne au passage, et tout ça est vecteur, en tout cas, tout cet ensemble-là est vecteur de réussite, puisqu'on l'a prouvé depuis les 10 dernières années. Voilà. Merci beaucoup à vous. On peut bien évidemment vous applaudir. Nous allons faire la petite photo. Merci beaucoup à vous. Merci, messieurs. Le moment est venu de décerner le dernier prix de cette soirée. Pour remettre le prochain master, le prix régional, je vais appeler sur scène Marie-Thérèse Mercier, conseillère régionale à la région Occitanie. Je vous cherchais des yeux. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, la région est, rappelons-le, propriétaire du port de Sète. Oui. Je salue d'ailleurs la présence de Monsieur Guessot ce soir, comme ça a été fait à plusieurs reprises. Alors, quelles articulations peuvent se développer entre cette infrastructure et puis les besoins des industriels, notamment de l'ex-Midi-Pyrénées ? Alors, tout d'abord, je vais être obligée aussi de saluer Jean-Claude Guessot. Un grand clin d'œil. Les besoins sont énormes et nous le savons. C'est aussi pour ça que depuis 8 ans et sous les présidences antérieures, de gros investissements ont été faits. Il faut le rappeler, c'est quand même 230 millions d'euros qui ont été investis en 8 ans. Aujourd'hui, il y a encore à peu près 130 millions qui vont être investis, mais on rentre dans une phase de politique commerciale agressive. Et je crois qu'il faut comprendre, alors avec le port de Sète, et je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui, compte tenu de notre présence à Sète, il faut aussi rappeler avec le port de Port-la-Nouvelle, sur lesquels des investissements importants sont faits par la région, qu'on a aujourd'hui une porte importante, une porte d'entrée importante pour l'Afrique. Et c'est ce que voient avant tout les chefs d'entreprise et les acteurs économiques. Et donc aujourd'hui, ce sont des actions concrètes pour faire reconnaître ce port et ses capacités. Donc on l'a dit, ça a été rappelé, les Sétois le savent, l'inauguration du QH notamment est une force supplémentaire formidable. Donc aujourd'hui, ce sont des actions concrètes qui sont faites auprès des acteurs, puisque c'est votre question, ex-Midi-Pyrénées, notamment bien sûr auprès des industriels agroalimentaires et bien sûr des acteurs de l'aéronautique. Donc ce sont des actions très concrètes. On travaille avec tous les partenaires économiques pour faire savoir ses capacités, pour faire connaître les capacités du port de Sète. Donc on travaille bien sûr avec la CCI Occitanie, avec l'ensemble des acteurs et des partenaires. Et très concrètement, le 24 octobre, il y aura à Toulouse le salon, les assises, si vous voulez, le salon Avenir Logistique, où la région va faire une conférence pour expliquer à tous les acteurs, tous les chargeurs régionaux, nationaux et internationaux, l'importance et ce qui se passe réellement sur le port de Sète. Donc ce sont aussi des actions concrètes que nous menons maintenant avec une politique commerciale précise pour faire connaître les atouts du port de Sète, et bien évidemment que les acteurs industriels sont très intéressés par les atouts de Sète et de Port-la-Nouvelle. Alors passons du port au rail. Le 1er juillet dernier, le président de la République a indiqué son souhait de ne pas relancer de grands projets nouveaux en matière de lignes ferroviaires à grande vitesse. Y a-t-il encore un espoir pour la LGV Bordeaux-Toulouse déclarée d'utilité publique depuis juin 2016 ? Vous avez d'autres questions difficiles comme celle-là ? Alors, bon, vous savez qu'il y a une mobilisation forte de l'ensemble des acteurs, et notamment de la région, sur ce sujet. Donc, il y a des choses concrètes qui ont été faites, et bien sûr qu'il y a un grand espoir et que nous portons cet espoir. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que lors quand même de la campagne présidentielle, le président, donc l'ex-candidat, n'a pas remis en cause l'intérêt
économique pour l'attractivité de la région, à la fois de la ligne TGV, bien sûr, Montpellier-Perpignan, comme de la ligne Bordeaux-Toulouse. Donc ces deux lignes et l'opportunité, l'intérêt, l'attractivité et l'importance de ces deux lignes pour l'attractivité de notre région n'ont pas été mises en cause. Donc ça, c'est quand même la première chose qu'il faut le rappeler. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le président a en tout cas posé des questions sur le financement de ces lignes, et de façon très concrète, il faut toujours essayer de trouver des solutions. Donc bien sûr, notre présidente de région est dans l'apport de solutions. Donc elle a rencontré 2 fois déjà en août et septembre la ministre des Transports, Elisabeth Borne, pour lesquelles elle a obtenu d'ores et déjà qu'il y ait un groupe de travail, puisque le sujet est le financement, un groupe de travail avec l'État et la région et l'ensemble bien sûr des acteurs économiques et des collectivités pour travailler sur des financements et la recherche de financements innovants avec des experts de ces financements pour trouver des solutions sur le financement. Si le sujet est le financement, la région propose bien évidemment de travailler sur ces sujets. Donc il y a des choses très concrètes qui vont se passer. Au-delà de ça, vous savez qu'on est dans les assises de la mobilité et que donc au niveau national, ces assises ont été lancées. Donc notre présidente rencontre dans 10 jours le président du comité d'orientation, Philippe Duron, pour évoquer ces sujets. Nous demandons aussi très fermement à l'État d'ouvrir et de lancer le comité de pilotage, le premier comité de pilotage pour l'ouverture de la ligne Montpellier-Perpignan, puisque cette ligne a été actée. Le premier tronçon a été acté l'année dernière. Donc nous demandons à ce que le premier comité de pilotage avec les collectivités se tienne. Au-delà de ça, je crois que l'espoir est présent, mais il ne faut rien lâcher. Et je pense que le message principal, c'est le moment de ne rien lâcher. Donc nous appelons à une mobilisation très forte. Donc il y aura une mobilisation le 4 octobre à Toulouse et le 29 novembre à Perpignan. Donc bien sûr, de nombreux acteurs économiques ont déjà dit qu'ils seraient présents, et notamment la Fédération bien sûr des travaux publics, mais nous appelons, et j'appelle solennellement l'ensemble des acteurs qui sont dans la salle, tant les collectivités que les acteurs économiques. Certains d'entre vous, et notamment le président Lacaze, a appelé à l'unité. J'appelle effectivement à cette unité, et il faut que derrière la région et derrière la présidente de région qui sera bien sûr là, nous soyons tous mobilisés. C'est un projet d'ampleur nationale, d'envergure vraiment régionale et très important pour l'attractivité de notre région, et il est temps d'être unis tous derrière cette mobilisation. Bien, ça c'est dit. Merci beaucoup à vous. La dernière enveloppe va vous être remise, si vous pouvez avancer juste dans la lumière. Je pense que le choix a dû être difficile compte tenu des précédents lauréats. Le master régional et la société Smooth. Et voilà, un doublé. Je vais à nouveau demander à Damien van der Heyden de la société Smooth de me rejoindre. Et voilà, il ne s'y attendait pas. Presque parti au cocktail, et puis finalement non. Très bien. Merci. Si vous pouvez vous installer. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, voilà, vous n'êtes pas venu pour rien ce soir. Deux prix. Votre réaction? Eh bien là, c'est une réaction de surprise. Je ne m'y attendais pas vraiment, pas du tout. Je suis très ému. Merci. C'est une belle Comme vous récompense. êtes très ému et très sympa, vous allez peut-être nous dire les autres villes où vous allez vous installer. D'accord. Alors vous voulez vraiment? Oui, je veux vraiment. En fait, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui nous intéresse très très fort, et ça a été dit par les précédentes personnes, c'est le marché africain. Ah d'accord. Très bien. Ben voilà, on a un nous avons déjà développé un projet à Marrakech l'année dernière, qu'on a inauguré dans le cadre de la COP 22. Et là, on a très envie de se développer sur la Tunisie, sur le Nigeria, sur d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Très bien. Merci beaucoup à vous. Je vous laisse réaliser la petite photo, le bisou quand même, et la photo s'il vous plaît, bien dans la lumière s'il vous plaît. Regardez notre photographe. Merci beaucoup, merci, vous pouvez regagner la salle. Alors la 22e cérémonie des Masters de la lettre M touche à sa fin, 12 prix, 11 lauréats. Mais je vous demanderai aussi d'applaudir nos 4 autres nominés, qui évidemment n'ont pas à démériter. Des applaudissements s'il vous plaît pour Calimedia, CompuFirst, Créalid et Solipac.
Je souhaite enfin donner une dernière fois la parole à celui qui nous a fait le plaisir de présider cette cérémonie, Cyril Bouquet. On m'a pris mon micro, que faire? Ah voilà, maintenant on croule sous les micros, c'est bon. C'est bon. Alors monsieur Bouquet, oui. Qu'avez-vous retenu de cette cérémonie des Masters, 22e cérémonie des Masters ce soir? Alors, à titre personnel, je vais vous dire un grand plaisir. Alors, un grand plaisir pourquoi? Parce que ça fait du bien de voir des entreprises dynamiques qui innovent, qui amènent de la nouveauté, qui croissent et qui sont digitales. Tout ça, c'est pas mal. Ben, tout ça, c'est pas mal. C'est vrai que globalement, quand on entend dans les médias la morosité, les gens qui se plaignent, c'est vrai que ça fait plaisir de voir des choses qui sont très positives et puis c'est très bien pour le territoire. Moi, effectivement, ce que je note, c'est que donc les entreprises vont bien, se développent, vont dans le bon sens. Elles sont aidées aujourd'hui par les instances locales et régionales. J'ai échangé tout à l'heure avec M. Commen qui me faisait part de son souhait de se couper un bras pour s'investir au niveau local. Moi, je pense que c'est des choses qui sont plutôt positives pour les entreprises de la région. Merci beaucoup à vous. Je pense qu'on peut vous applaudir une nouvelle fois. Et puis je souhaite remercier l'ensemble de nos partenaires sans qui évidemment cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu. 7 Aglopole, Montpellier Méditerranée Métropole, Groupama Méditerranée, EOVI MCD Mutuel, Vinci Autoroute, CIC, l'Ordre des experts comptables de Languedoc-Roussillon, la CCI de l'Hérault, la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée, la région Occitanie, le pôle métropolitain Nîmes-Alès et la Caisse des dépôts Occitanie, mais aussi les organisateurs, et oui, de cette 22e cérémonie des Masters, la lettre M et Axiom Associés, ainsi que les partenaires techniques de cette soirée, les équipes du théâtre Molière, le traiteur des Garrigues, les prestateurs vidéo, Produce-Me, Tribalmi et Festivisuel, ainsi que Nicolas Evans. Et puis j'appelle à nous rejoindre pour la traditionnelle photo de famille l'ensemble des organisateurs nominés, lauréats et partenaires de cette soirée, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Vous pouvez rester là, je vous en prie. Ouais. Installez-vous pour la photo, s'il vous plaît. N'ayez crainte. Si on pouvait avoir les lauréats devant avec leurs jolis trophées, ça pourrait être pas mal. Reculez. Reculez un petit peu, s'il vous plaît, me dit-on. Ah. Est-ce qu'on vous voit bien ? Je me tourne vers mon photographe. Est-ce qu'on les fait avancer ou reculer? Comme ça, tel quel. Parfait. Parfait, parfait. Serrez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Serrez-vous, serrez-vous. Et voilà, la lumière est arrivée. Regardez notre photographe qui immortalise cet instant. Allez, une petite seconde de concentration. Merci infiniment à tous. Je vous donne rendez-vous à l'espace cocktail. Merci à tous et belle fin de soirée.